Et bonjour à tous, bonjour cher Lucas. Et bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour un podcast En ce beau dimanche. Chez toi dans ton salon. Ouais, dans avec mon studio d'enregistrement. Un invité qu'on a déjà rencontré, qui est devenu un ami, qui s'appelle Jules à la Bougeotte. Salut Jules. Salut. Comment tu vas? Bah ça va bien, merci, je suis content d'être là. Alors Jules, il est... Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jules, on l'a interviewé parce qu'il avait fait une grosse marche aux États-Unis. On a fait une interview sur la chaîne qui est sortie en podcast récemment. Ouais. On est resté en contact depuis et il était revenu nous voir au mois de juin 2022, là, cette année, où on a fait une marche ensemble et voilà, on est toujours resté en contact. Et là, c'est avec grand plaisir, Jules, qu'on t'accueille sous le soleil varois en ce mois de décembre. Ce beau dimanche. Et il vit à Paris, hein, c'est pour dire. Et on est en novembre. C'est le seul Parisien qu'on supporte. C'est pas le seul, mais il y en a pas. Il se compte sur le doigt d'une main de... Non, salut Parisien. Salut. Jules, on s'est quitté, pour les gens qui nous suivent, on s'est quitté avec ton interview suite à ton retour du PCT, Pacific Crest Trail, 4500 km aux États-Unis en 5 mois. Et là, on va parler on va prendre la suite de cette interview, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis. Du retour. Alors écoute, on te lance, mais vas-y, c'est à toi. Donc nous, on était restés... En fait, parce que quand on a fait l'interview, tu étais revenu depuis pas si longtemps que ça. Ça faisait... Quelques mois, 4-5. Je suis revenu en France en novembre et on s'est vu au mois de mars. Donc novembre 2019 et on s'est vu au mois de mars 2020. Et donc, quand on s'est vu, on va dire que tu n'étais pas complètement redescendu. En tout cas, les émotions, la façon d'en parler et tout, elle était différente de Ouais. aujourd'hui. Bah, surtout avec le recul. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais encore vraiment dedans. Ça a mis vraiment du temps, je pense, à redescendre, même si je ne suis pas sûr aujourd'hui encore à 100% que c'est vraiment redescendu. Mais j'étais vraiment sur le pic encore de la vague, du retour, dans l'excitation de l'aventure. Et oui, on s'est vu à ce moment-là. Et du coup, j'avais partagé effectivement mon aventure à cette photographie de ce moment-là. Et je trouve que c'est intéressant peut-être d'en reparler avec le recul aidant, parce que là, on est à... Donc c'était en 2020, on est à 2 ans et demi après, ouais. Ouais, c'est passé. Hein. Il s'est passé. Ça passe super vite. Ça passe vite, ouais. Et avec un confinement, avec d'autres aventures, avec la digestion de celle-ci. Et spoiler alerte. En parlant de d'autres aventures, pour les gens qui nous écoutent, ça risque de durer un moment. Ce podcast, on n'a pas encore la durée puisqu'on vient de l'enregistrer. Restez jusqu'à la fin parce que vers la fin, on va vous parler de projets futurs de Jules à la Bougeotte qui ne vont pas s'arrêter là. Et peut-être de projets futurs tout court concernant tout le monde. Hein. Parce qu'il a toujours la bougeotte. Alors, lui il a la bougeotte pour de bon. Quoi. Ouais. Tient pas en place. Quoi. Hein, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura de l'annonce. Voilà. Ouais, on a dit Jules est de retour. Jules est de retour. Alors, Jules est de retour. Il y a des gens qui doivent te suivre sur Insta. La story que tu avais fait, où justement tu faisais un espèce de point de tout ce dont on va parler là, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu l'impression que... Enfin, j'ai compris qu'il y avait des trucs qui avaient pas été depuis ton retour, et que peut-être que tu avais fait un peu le ménage, ou que tu avais réglé certains problèmes, et que ça te remotivait pour continuer d'autres aventures. Quoi. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est quand on marche aussi longtemps, 5 mois, principalement seul, même si effectivement il y a eu quand même beaucoup de rencontres, et c'est quelque chose que j'aimerais aussi partager plus tard, effectivement, les rencontres, parce que on s'imagine souvent que marcher aussi longtemps, c'est une aventure 100% solitaire, mais les rencontres font vraiment partie de ce type d'aventure. Mais on a l'impression d'avoir fait un peu le ménage de tout ce qui est à l'intérieur de soi. C'est très introspectif, on passe beaucoup de temps à penser, à être un peu avec soi-même, et on a l'impression que tout est OK. Donc on a cicatrisé toutes les plaies qui étaient ouvertes avant de partir, même si ce n'était pas le but initial de ce type d'aventure. Et après, on se retrouve dans une autre réalité, dans une autre vie, celle qu'on a quittée au moment où on est parti faire cette aventure-là.
et on se retrouve avec une autre... on se confronte à d'autres choses, et notamment une espèce je dirais presque de perte de sens, parce que quand on passe aussi longtemps sur le chemin à avoir un objectif aussi précis, aussi simple, et une vie aussi simple, quand on rentre et que moi, mon cas, c'était que je n'avais pas vraiment de projet, il y a une forme un peu de perte de sens. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie de m'installer. De motivation aussi, à trouver quelque chose à... La motivation est là parce que l'envie est là, mais il y a une page blanche qui s'ouvre, qui est là, qui est présente, et en fait, l'envie, la première envie, en tout cas moi, qui était présente, c'était de continuer à vivre en fait cette aventure du PCT. Donc envie de la partager, envie de la raconter, envie de faire des podcasts, ce qu'on a fait ensemble. C'est comme ça que l'on s'est rencontrés. Envie aussi d'écrire un livre, c'était très présent à mon retour du PCT. Il fallait absolument que j'écrive un livre. Et je me suis rendu compte que... Mais que tu n'as pas fait, hein, je dis pour les gens qui... Que j'ai pas fait. Que j'ai fait dans ma tête, que j'étais persuadé de faire. Donc que tu feras peut-être alors. Que je ferai peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, oui, que dans ma tête, c'était persuadé. Et c'est devenu presque ma nouvelle identité. Tu vois, j'étais marcheur pendant 5 mois. Et là, quand je suis rentré, j'étais devenu hypothétique écrivain de cette aventure. Donc c'est ce que je racontais un peu à tout le monde. Mais avec cette vraie... j'avais l'impression que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et j'ai commencé à écrire, gribouiller à retranscrire un petit peu ce que j'avais vécu pendant ces 5 mois, parce que pendant 5 mois, j'avais documenté par audio mon aventure. Tous les soirs, je parlais à mon téléphone pour pouvoir garder trace de ce que j'avais vécu dans les jours. Très intelligent, ça. Parce que pour plus tard, ça te laisse un terreau pour pouvoir développer et te remémorer des souvenirs et tout. Je veux dire, ton livre, tu peux l'écrire dans 5 ans, tu auras quand même la matière. Tu n'auras pas oublié grand-chose. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça, sur place. D'enregistrer ton ressenti sur le moment présent. Ouais, je pense. Parce que les souvenirs précis, ils s'envolent quand même assez rapidement, je pense, après une aventure comme ça. Il y a tellement eu d'infos emmagasinées pendant ces 5 ou 6 mois-là. Mais plus que les détails, des fois, c'est les émotions du moment. C'est-à-dire, on se rappelle une rencontre, on se rappelle un moment, on se rappelle un point de vue, parce qu'on est vraiment présent au moment où on le vit, donc ça peut marquer. Mais qu'est-ce qu'on ressentait? Le ressenti, mais il se déforme, je pense, avec le temps. Ce que tu as ressenti à ce moment-là, il est toujours exagéré dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et après, il est facile de réécrire l'histoire, de réécrire, oui, c'est ça. De rationaliser quelque chose qu'on a vécu. Et pour ça, je pense qu'il n'y a que l'audio qui marche bien, parce que même si tu avais écrit sur papier, tous les soirs, à moins que tu saches très bien écrire, mais pour te replonger dans ce que tu ressentais à ce moment-là... Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois la fatigue, parce que écrire, ça nécessite quand même une forme de concentration, d'être posé à un moment. Donc soit on écrit au moment de la journée, on prend le temps. Ça, c'était compliqué pour moi de me dire, non, je vais prendre une demi-heure au milieu de la journée, je vais écrire... la journée d'hier. Donc ça, c'est très difficile. Le soir, j'étais vraiment trop fatigué parce que je faisais quand même des grosses journées de marche pour pouvoir écrire. Donc ça, c'était vraiment mon idée de départ. Donc ça, c'est la fatigue, je pense qu'elle joue beaucoup. Et après, il y a aussi écrire, c'est déjà digérer d'une certaine manière l'émotion ou le moment qu'on a vécu, parce qu'on n'écrit pas au moment où on le vit. Alors que l'audio, c'est très facile de prendre son téléphone, d'être dans une émotion, dans quelque chose que l'on vit, de le sortir, de prendre son micro et juste de parler. Ouais, plus c'est frais, plus tu vas pouvoir le sortir fidèlement à ce que tu as ressenti, je pense aussi. C'est presque du cerveau à l'audio. Il y a comme faut que ça sorte en direct. Je me demande même si c'est pas mieux, si tu dois écrire un livre sur une aventure, peu importe ce que c'est, je me demande si c'est pas mieux de prendre des notes audio tous les jours. Souvent les écrivains, ils ont le dictaphone avec eux, ils notent, même les médecins, quand tu vas faire des analyses, hop, le mec il parle tout et après il retranscrit sur l'ordi, tu vois, pour pas oublier. C'est vrai que c'est hyper fidèle pour retranscrire quelque chose, je pense que c'est l'idéal. Tu sais combien tu as d'heures d'enregistrement de ton PCT, tu sais ou pas? Alors je le savais, alors attends, laisse-moi réfléchir. Je sais pas si je te l'ai demandé pendant l'interview. Il y a 150 journées à peu près. Ouais. Entre 5 et 20 minutes, je pense, d'audio par jour. Ouais. Ah ouais. Donc 1500 minutes, on va dire, en moyenne à peu près. Ouais, 1500 minutes, donc ça fait quelques heures. T'as de quoi te réécouter, quoi. J'avais commencé pendant le confinement,
à me réécouter. C'est assez schizophrénique. Au début, c'est très bizarre de s'écouter soi-même dans d'autres circonstances. Donc, au début, j'avais un peu de mal. J'avais un peu de mal à me concentrer sur moi-même. Et ça me paraissait encore frais, mais loin. Enfin, c'était assez bizarre. Il n'y avait pas le recul suffisant et nécessaire. Ce que je racontais effectivement juste avant sur le retour, c'est que c'était encore un peu trop frais et ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais je pense que c'est précieux. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais garder très longtemps. Et j'ai eu plein d'idées. Je pensais à un moment donné faire des capsules, sortir un peu ces audios sur des extraits, de pouvoir les partager. Mais je crois que, comme tout journal, c'est aussi bien de le garder intime et de juste extraire peut-être une espèce de digestion, de condensé, plutôt que de le sortir brut, parce que c'est trop brut pour être partagé. C'était pas le but à la base en plus. Et sortir brut, donc faut faire un montage, faut mettre en valeur en fait. C'est ça. Mais tu sais, rien à voir, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les rencontres, pour que ce soit parlant aux gens, quand tu regardes des émissions comme Koh-Lanta ou comme la Star Academy, ou peu importe, des émissions où il y a des groupes de gens, tu sais, et que tu les sors de leur quotidien, tu les mets dans quelque chose, et on remarque toujours, je le sais parce qu'on s'en moque tous, mais on remarque toujours qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, leur meilleur ami de l'aventure, ça devient un frère, ça devient, tu sais, et qu'ils ont peur de l'élimination et de la séparation, parce que tu te dis, en fait, quand tu vis un truc particulier où tu es isolé avec des gens, les relations, elles sont décuplées forcément. Tu vois, si tu te fais un ami au bout de 2 mois sur le PCT, même pas un ami, mais si tu parles avec quelqu'un, je pense que les émotions, tout doit être décuplé forcément, quoi. Donc là, qu'est-ce que tu as fait pendant 5 mois? Je veux dire, tu vas pas parler aux chiens que tu croises ou aux chevaux, donc les gens que tu croises. Ou aux vaches. Et en plus, il y a la barrière de la langue. Donc j'imagine que ça doit être très fort. Et d'ailleurs, tu nous disais tout à l'heure que tu reviens de Zurich parce que tu as gardé des contacts avec des gens que tu as rencontrés là-bas. Il y a un rapport très spécial avec les gens que tu rencontres sur ce... je crois que ça s'appelle la théorie de l'enceinte close, il me semble. C'est cette théorie qui a été développée pour les émissions de télé-réalité. On a essayé d'analyser pourquoi les gens se mettaient aussi rapidement en couple. Pourquoi est-ce que dans une voiture, quand tu fais un blablacar, tu as tendance à beaucoup plus parler de toi de manière intime. Pourquoi les gens ils se rencontrent beaucoup plus facilement quand ils vivent tout le temps ensemble. Pourquoi c'est parce qu'en fait, l'hyper-proximité dans un endroit qui est un peu comme une bulle remplace un peu l'attraction. En fait, il y a tout de suite un lien qui se met. Ouais, comme un mécanisme de défense. Comme un mécanisme presque de connexion. Ouais. Et le vivre dans un endroit où on est vraiment à poil, on est vraiment soi-même, je pense, à 100%, fait qu'on se connecte très rapidement à l'autre et on a l'impression de le connaître bien mieux que des fois des personnes que l'on croise maintes et maintes fois dans des circonstances ouvertes de grandes villes où on n'est que sur une espèce de superficie, où on ne va pas aller en profondeur des choses. Et moi j'ai gardé contact avec des gens avec qui j'ai passé des fois 2-3 jours simplement à se croiser. Et ça, c'est assez incroyable. Et même encore aujourd'hui, on s'échange des messages. Ça se comprend. Regarde, on rentre du GR30 où c'était que 9 jours. Mais tu vois que les gens que tu rencontres, ou dans les auberges, ou même dans les hôtels, mais peu importe, les gens que tu rencontres et qui sont gentils, comme tu es sorti de ton quotidien et tout, enfin, c'est pas les mêmes relations que tu as avec... C'est vrai. Ils te marquent en fait, parce que même si... on marche souvent quand même quand on fait ce genre de marche en solitude quand même. Après nous on est 2 mais on reste quand même que tous les 2, tu vois. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens de suite, ça crée un lien social et vu qu'il y en a peu au final sur la distance et la durée, c'est vrai que c'est des rencontres qui marquent en fait, je trouve. Tout se fait plus vite en fait. Tout se fait plus vite, se fait de manière plus intense aussi, je pense, d'une certaine manière. Et en plus, tu partages la même passion. Et tu partages la même passion, mais pas avec la même histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on est tous là pour vivre la même chose, c'est-à-dire de marcher longtemps, mais avec des points d'entrée différents. Donc il y a des gens qui vont être là pour le côté très introspectif, il y en a qui vont être là pour le côté social, il y en a qui vont être là pour chercher un sens à leur vie, il y en a qui vont être là parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils essaient de les régler, ou des problèmes de famille, bref, et ça c'est hyper intéressant. Tu sais l'image, parce que je l'ai vu dans des vidéos, moi j'aime bien la raison, en tout cas le motif d'aller faire une marche longue distance comme ça, quand ça concerne les jeunes qui finissent par exemple le lycée, qui prennent une année sabbatique et qui le font, ou qui finissent la fac, et qui le font genre avant de travailler,
tu vois, ce délire-là, ça j'aime bien. Tu finis tes études, ça t'a gonflé. Ouais, tu clôt une parenthèse. Exactement. En fait. Avant d'attaquer la vie où tu sais que tu vas morfler, tu n'auras plus le temps aussi. Exactement. Pas forcément le j'aime temps bien, de le faire. Ouais. Mais c'est pas très répandu en France, ça. Surtout les pays un peu États-Unis qui font ça, je trouve. Je sais pas si tu en as croisé, toi, Jules. Études. Mais voilà, c'est ça. Il y en a, je sais qu'il y en a plein qui. J'aime bien ça, le jeune de 20 ans, de 25 ans, peu importe, qui a fini ses études et qui fait ça avant de. Mais tu vas apprendre la vie en fait, souvent tu pars à l'étranger aussi, tu vas apprendre la vie et les voyages, les rencontres, justement, si tu apprends à rencontrer des gens, à te démerder lors de voyages où t'as pas forcément ta famille juste à côté pour t'aider et tout, c'est vrai que c'est vachement... C'est grosse expérience de la vie c'est ça. En 6 mois. Ça te met un coup de pied au cul en fait pour rentrer dans la vie. C'est pas l'expérience, mais en tout cas ça en fait partie. Et la typologie vraiment des jeunes de 20 ans qui font ça, c'est la plupart du temps de ceux que j'ai rencontrés, de ceux que j'ai croisés, c'est j'ai suivi une voie, maintenant il y a l'université où j'ai fini l'université, mais je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est ça. En fait, il y a un truc où je suis pas connecté avec le chemin que j'ai entrepris là. Et la seule voie qui m'est parue facile et attirante, c'est d'aller marcher, peut-être pour trouver une solution. Et je suis pas sûr que beaucoup de gens trouvent des solutions, justement, parce qu'en fait, ça renforce encore plus ce sentiment de la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant. Ouais, mais exactement. Est-ce que c'est le même ressenti pour toi qu'il l'a fait en ayant déjà une vie, un travail et tout avant, tu vois, ou pour eux qui... Pour moi, ils ne sont pas encore rentrés dans la vie. Tu sors de tes études, même si tu as 25 ans, hein, tu n'es pas rentré dans la vie du travail quotidien et tout. Est-ce que... Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit le même ressenti. Moi, je comprends ce que tu dis, toi. Tu as vécu une vie, tu pars là-bas, tu reviens et tu morfles encore plus parce que tu vas genre de déception en déception pendant un petit moment. Mais pour eux, j'ai l'impression que c'est une porte qui s'ouvre, une façon de voir la vie. Ouais, et je pense que, encore une fois, comme... les raisons pour lesquelles la personne va initier en fait une marche comme ça, les réponses que l'on trouve, des fois aux questions que l'on n'a même pas, parce qu'il y a plein de gens comme moi, en tout cas, je suis pas allé avec des questions, je suis pas allé en me disant je vais essayer de trouver un sens dans ma vie, c'est pas du tout le but. Ça peut être plus basique, voilà. Moi, c'était un appel, j'adore la marche, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours, depuis que j'ai connu en tout cas le PCT, ça m'a toujours appelé, donc j'ai répondu à cet appel-là, mais ça m'a ouvert du coup des questions. Mais je pense que chacun en fait a ses questions, chacun a ses réponses, et c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a des personnes que moi j'ai croisées qui ont vécu ce PCT, qui étaient très bien dans leur vie avant, ils sont très bien dans leur vie après, et en fait c'était une vraie parenthèse. Et ils se sont dit j'ai vécu ça, je le vivrai plus jamais, ça m'intéresse plus de le revivre. Et ils arrivent très bien à vivre cette transition-là. Ouais, ils ont fait un kiff, quoi. Ils voulaient le faire, style wishlist, ça c'est fait, et hop, on passe à autre chose. Boum, la to-do list, le truc est réglé. C'est ça, moi je le vois comme ça. Moi j'ai toujours envie de le faire. Et je le vois comme ça, je me dis, y aller, se mettre sa race au niveau physique, tu vois, te pousser au bout du bout. Mais j'ai pas l'impression que j'ai envie de le faire parce qu'il me manque un truc ou parce que je cherche un truc ou quoi, je m'en fous. C'est juste pour me dire... même pas avoir des beaux paysages, on est là, des beaux paysages, il y en a partout. Ouais, c'est juste pour se dire, se mettre la race sur une grosse aventure physique et mentale et revenir et voilà, reprendre ton... Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette universelle, il n'y a pas de solution universelle, c'est pas l'expérience que chacun doit vivre, il y a un appel, on y va, on n'y va pas, après ça ouvre des choses, ça ouvre des brèches. Forcément, ce qui est pour moi aujourd'hui évident, c'est que passer 5 mois à marcher comme ça, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a, à l'intérieur de soi, il y a forcément quelque chose que tu ne sais que plusieurs mois après être revenu. Et ça, tu peux pas le savoir au moment où tu le fais. Tu peux pas savoir. Ne savais pas quand on s'est parlé la première fois. En tout cas, que j'avais pas encore réalisé, que j'avais pas compris. Même, je suis même pas sûr de l'avoir vraiment compris aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est comme, tu vois, quand tu te coupes à un moment donné, bah t'as mal, mais le système fait en sorte que la douleur, pour l'instant, elle passe pas. C'est après, quand tu commences à cicatriser, que tu comprends que ça marche peut-être plus de la même manière, ou il y a ça qui est un peu dysfonctionnel. Et c'était un peu ça, sur ce moment-là, quoi. Du coup, en rentrant, toi, tu n'as pas refait tout de suite de grosses marches, mais tu as eu d'autres projets qui concernaient des aventures, on va dire, quoi. Ouais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis rentré en 2019, et en mars 2020, juste après notre interview, il y a le confinement.
Donc ça a aussi beaucoup influencé sur... c'est on-off. Sur le mouvement. Vivre une aventure de 6 mois dehors, lui, s'est pris le confinement après être revenu... Du coup, oui, il y avait un choc. Alors moi, ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai répondu à un appel, je pense, en allant vivre ce PCT-là. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de faire du fond de mes tripes. Je vivais une vie qui me correspondait plus ou moins, mais pas totalement. Et je pense que le fait d'avoir vécu cette aventure, quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai plus envie de vivre la vie d'avant. C'est-à-dire, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui fasse vraiment sens pour moi. On peut rappeler, Jules, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent là, que tu es pharmacien, pas à temps plein. Intermittent de la pharmacie. Intermittent de la pharmacie. C'est bien intermittent. C'est comme on intermittent. Connaît, ouais. Tu es pharmacien, pas à temps plein. Tu fais des remplacements parce que ce mode de vie-là te permet de vivre ta vie. J'ai jamais signé de CDI jusqu'à présent. J'ai toujours fait des remplacements. J'ai toujours privilégié le temps à l'argent, au confort, à la sécurité. Moi, il y a dernièrement, je sais plus quand exactement, il y a quelqu'un qui a mis en parallèle en fait la sécurité et la liberté. Moi, je suis très épris de liberté et il disait qu'en gros, si tu veux accentuer ton besoin de liberté, il faut lâcher prise un peu sur la sécurité. C'est-à-dire, plus tu es dans la sécurité, plus c'est compliqué d'être dans la liberté. Alors, quand tu as des enfants, tu y es confronté tous les jours. Tu te dis que tu as peur, et en général, tout le monde se dit j'ai peur, je leur restreins des choses que mes parents ne me restreignaient pas. Parce que donc tu restreins leur côté liberté entre guillemets justement parce que tu as peur et que tu veux de la sécurité. Ouais. Mais c'est vrai. C'est la sécurité. Donc moi la sécurité ça aurait été de signer un CDI, d'avoir mais j'aurais été moins libre. Là j'ai choisi effectivement la liberté, mais avec cette contrainte d'avoir des activités un peu plus précaires, de devoir trouver des remplacements, etc. Ce qui moi dans mon cas maintenant je m'en rends compte est quand même un peu un luxe aussi parce que c'est facile dans le métier de la santé. C'est pas non plus là où il y a le plus de précarité et de chômage aujourd'hui. Donc ça, je m'étais pas forcément rendu compte de ça à ce moment-là. Et du coup, aujourd'hui, je l'utilise vraiment d'une manière différente. Mais ça, c'est encore une réalisation que j'ai mis du temps à comprendre aussi pour moi. Et à établir. C'est important de faire comprendre à tout le monde parce que moi, c'est la question que je me pose et je pense que c'est tout le monde. Quand tu as une grosse aventure comme ça en tête, pour la plupart des gens qui ont un CDI, etc., le frein, c'est ça. C'est, attends, mais moi, je fais 9-17 lundi, vendredi. Comment tu veux que je parte ? J'arrive pas à partir 2 jours en fin de semaine. Comment tu veux que je parte 6 mois ? Ouais. Donc, toi, l'organisation, quoi. Comment tu arrives à toi, tu t'es donné les moyens. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est une question de choix. Là, vraiment, c'est une question d'accepter que c'est difficile de tout mener de front, d'avoir une carrière, d'avoir une grosse aventure. Ouais. Alors, encore une fois, je citais l'exemple avant de personnes qui ont vécu cette aventure-là et qui avaient une vie très chouette avant, une vie très chouette après, et qui finalement ont vécu ça comme une pause. Et ça, par contre, dans certaines entreprises, on peut prendre des dispos de 6 mois donc c'est possible, en fait. Donc du coup, une fois. Bien sûr. Mais quand on a envie de la vivre d'une manière un peu plus régulière, un peu plus, soit on construit sa vie de telle sorte à ce qu'il y a de l'espace, du temps pour pouvoir le faire. S'en libérer, ouais. S'en libérer. Donc, en faisant de l'intérim, des remplacements. Mais tu sais, des fois, c'est même inconscient. Hein. Tu vois, regarde, toi, Lucas, moi j'ai été intermittent aussi, toi, tu es intermittent du spectacle. Mais en fait, tu te rends compte, tu vois, après que moi, je suis pas intermittent, mais on va dire que c'est pareil. Nous, on bosse beaucoup sur des horaires condensés, ce qui nous laisse beaucoup de temps libre si tu fais le bilan sur une année, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te dis, on a des modes de vie, on a des passions, on aime des choses et tout qui font que ça, on l'a peut-être fait inconsciemment, mais moi, je pourrais pas faire autre chose avec des horaires fixes et tout. J'aurais l'impression de pas... Ouais. Et c'est toujours l'œuf ou la poule. Est-ce que moi, je suis devenu comme ça parce que j'ai ce métier-là qui m'a permis d'avoir ce mode de vie-là, du coup, je me suis construit, ou est-ce que inconsciemment, je me suis dit, je vais aller vers là parce que finalement, ça me correspond le mieux. Moi, je suis sûr que c'est inconscient. Tu le sais comme ça depuis que tu es tout jeune et tu cherches des trucs, des métiers décalés. Je sais pas. Moi, je suis tombé dedans... Parce que j'ai eu une opportunité, je suis rentré là-dedans, et après, ça m'a plu, j'ai embrayé, tu vois. Et avec ce boulot, je me suis retrouvé avec plein de temps libre. Et au début, c'était dur, parce qu'en pleine semaine, par exemple, tu vois, j'appelais les collègues, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? On va se faire un truc. Non, je bosse. Et du coup, ça m'a pris du temps, parce qu'au début, c'est vrai que tu te retrouves tout seul, et c'est pas évident à gérer. Et ça m'a pris du temps à m'organiser dans ce sens-là.
Et qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? C'est des passions, en fait. Du coup, je me suis trouvé plein de passions qui m'ont permis de combler tout ce temps libre. Et au lieu de me tourner les pouces à la maison ou à broyer du noir, ben non, en fait, je suis parti dehors explorer la nature, tout ça, et voilà. Ouais, en tout cas, c'est pas compatible avec tous les modes de vie, mais si vraiment ça te tient à cœur de faire une grosse aventure, peu importe laquelle c'est, hein, tu peux. C'est possible, c'est où est-ce que j'ai envie de lâcher prise? Parce que, bien évidemment, là on parle d'une aventure qui prend 5 mois à être réalisée, plus la préparation, le retour, etc. Donc on est sur presque 2 tiers d'une année, voire plus même. Ça prend du temps. Enfin, c'est un engagement de temps, un engagement personnel. Et d'argent. Un engagement de social, un engagement... sachant qu'il y a aussi un retour, et là on est en train d'en parler, de retour qui peut être aussi compliqué. Ouais, mais le retour, on verra au retour. Ouais. C'est sûr. Si tu as ton rêve, même si tu te doutes que tu vas morfler, mais si tu as ton... Je veux dire, je pense pas, peu importe ce que tu as vécu après, je pense pas que tu regrettes pas du tout. Ton PCT. Là, on parle du retour parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. On s'était dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, parce que j'en entends pas souvent parler, en tout cas dans les aventures. On entend souvent l'appel, on attend souvent l'aventure en elle-même. Mais là, c'est comme si on se lance dans une relation en disant « Ouais, le jour où on va se séparer, ça va être compliqué. » Oui. C'est pas possible. Oui. Enfin, sinon, tu y vas pas. Oui. Et puis, tu sais pas. Tu sais pas quand, tu sais pas comment ça va se passer, etc. Mais ça fait partie de l'aventure. Et surtout quand tu la vis de manière plus régulière, c'est pour moi un peu comme des vagues où tu as la construction de la vague, ça grossit, tu vis le truc, et à un moment donné, la vague de nouveau, elle se casse, tu as une espèce de creux de la vague, et c'est ce creux-là qui est difficile des fois à gérer, mais c'est aussi là où se construit la prochaine vague. C'est aussi là où il y a quelque chose qui renaît et la puissance reprend. Mais donc, tu as vécu un bad trip, une redescente, tu vois, d'acide, mais tu as vécu... c'est le creux de la vague. Le creux de la vague, explique-nous un peu comment tu l'as vécu, du coup. Alors, ce qui se passe, c'est que on parle souvent de post-trail depression, etc., donc de cette dépression après ces aventures-là. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment vécu une dépression, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que je suis rentré sans objectif, sans vrai projet, avec juste cette idée que je voulais plus être pharmacien, parce que moi, j'identifiais beaucoup le métier que je faisais avec mon identité, et je me suis dit, pendant 5 mois, j'étais vraiment dans ma vérité. J'étais un mec qui marche, un mec qui vit une vie simple, un mec qui est dans la nature, un mec qui est connecté aux autres facilement. Et moi, je voulais continuer à être ce mec-là. Et pour moi, être pharmacien, c'était pas du tout être ce mec-là, parce que pour moi, c'était ce que je fais égale ce que je suis. Pharmacien à Paris. Pharmacien à Paris, pas forcément. Non, j'avais vraiment envie d'habiter, je pense, ailleurs, dans les montagnes quand je suis rentré. Mais après, tu compares ces deux choses, mais c'est pas pareil. Là, tu compares un métier et un kiff, en fait. Ouais, mais là, j'étais vraiment inconsciemment... C'était devenu ton tête, métier, peut-être. Dans ma tête, j'avais pas... c'est pas un métier de marché en soi-même, tu vois, mais... Ouais, mais je comprends que... Mais quand je l'ai vécu... Quand t'es sur place, ça devient un mode de vie, parce que, tu vois, c'est tous les jours, tu te lèves, tu marches, tu dors, tu te couches, ça devient ta vie pendant 5 mois, tu vois. Exactement, mais j'avais envie c'est pas un métier, en fait, c'est ça. En fait, je voulais pas m'en faire un métier, mais je voulais trouver une activité dans laquelle je pouvais effectivement gagner de l'argent, mais qui soit aussi intense et aussi connectée avec mon essence personnelle de qui j'étais vraiment. Tu vois. Et pour moi, pharmacien, c'est pas qui je suis vraiment. Et du coup, je me suis retrouvé un peu sans projet. Donc, ce qui est compliqué quand tu rentres et quand tu as un truc pendant 5 mois qui est fixe, où tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire tous les jours, mais d'une manière très simple, j'arrive et je suis paumé. Je suis paumé. Je sais pas où j'ai envie d'habiter. Il faut tout recalculer, chercher, et là, forcer des choses. Tu as une page blanche qui est le monde entier, toutes les possibilités, mais je sais pas quoi faire en fait. Et j'ai besoin de trouver un sens. J'ai besoin de retrouver en fait cette essence et ce sens pour pouvoir avancer, pour pouvoir me dire waouh, il y a un truc qui me... Toi, c'est comme si tu vis le plus grand rêve de ta vie, tu l'as vécu, et là maintenant, là maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Toi, où est-ce que je vais?
qu'est-ce que je... Et là, j'étais paumé. Et du coup, on comparait avant aux gens qui ont une vie avec des métiers qu'ils aiment, etc. Du coup, si tu reviens avec ton métier, ta vie, machin, etc., c'est facile, tu vois. Enfin, c'est facile. Je sais pas si c'est facile, mais en tout cas, c'est plus facile parce qu'en fait, tu dis, retrouver tes marques. Je retrouve mes marques, c'est très bien. J'aime le métier que je fais. Il n'y a pas de problème, etc. Donc, en fait, j'ai vécu ça. Je me suis dit, bah, la seule solution, c'est du coup d'écrire un livre. Du coup, ça a été une... Mais attends, mais du coup, tu as fait quoi? Tu bossais plus quand tu es revenu? Non, je bossais plus. Tu étais plus pharmacien? Bah, en fait, je suis pharmacien, je le suis toujours. Non, mais tu travaillais pas. Je voulais pas faire de remplacement. J'étais du coup... Combien de temps? Que j'ai pas travaillé. Ah, mais il y a eu le Covid en plus. Ouais. Non, mais les pharmacies étaient ouvertes pendant le Covid. Mais je travaillais pas pendant le... T'as refusé du boulot, là? J'ai pas travaillé la dernière fois que j'ai travaillé, c'était au mois de février 2019 et j'ai dû reprendre vraiment le travail. J'ai travaillé un petit peu en en juin 2021 et j'ai dû reprendre en 2020. Non, attends, je suis rentré en 2019. Donc, juste avant le PCT, j'ai un peu travaillé. J'ai pas travaillé donc toute l'année suivante. J'ai recommencé à travailler en 2021, ouais. Ah oui, gros break. Gros break, ouais. Grosse réflexion. Après, effectivement, il y a le Covid. Mais donc, ouais, vraiment, pour expliquer le truc, c'est que j'étais en perte de sens, en perte de projet. Et du coup, le bouquin, c'était effectivement un peu ce truc de se dire, ah bah tiens, je vais écrire un bouquin. Du coup, nouveau projet, nouvelle excitation. Que tu n'as pas écrit. Que j'ai pas écrit. Je le rappelle pour la deuxième fois. Que beaucoup de personnes me demandent, du coup, parce que j'en ai beaucoup parlé. Moi, je t'en ai parlé. Il est où le livre? Mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de waouh, en fait, je peux continuer à vivre cette aventure en l'écrivant. Ouais, rebondir en fait de ton expérience pour presque te créer un nouveau métier en fait. Ouais, créer un nouveau métier. Tiens, pourquoi pas écrire du coup parce ça. Que tu voulais pas d'orientation quoi. Tu voulais pas laisser partir le PCT. Je voulais pas le laisser partir. Du coup, quand tu voulais pas que ça s'arrête. En fait, c'est comme si, en fait, tu te sépares de quelqu'un et en fait, tu es encore un peu accroché, toi. T'es pas encore complètement libéré de ça. Du coup, tu t'accroches parce que tu dis, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Et donc, il y a un peu ce truc-là. T'es un peu balancé là-dedans. Et du coup, je me suis dit, écrire un bouquin, en plus, ça va me permettre de continuer à vivre dans ce monde-là, de peut-être faire d'autres rencontres dans ce monde-là, de grossir dans ce monde-là, de trouver peut-être Donc juste, on ne parle pas de financier. Hein. Tu voulais continuer à vivre dans ce monde-là à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi. Donc il y avait les bouquins et les podcasts. Les podcasts que j'ai fait avec... alors, bien sollicités, que j'ai aussi initié de mon côté. Mais du coup, c'était aussi une belle manière de continuer à vivre en fait ce truc-là. Donc même au mois de novembre, au mois de décembre, janvier, je continuais à en parler. C'était génial. En fait, les gens me posaient des questions, etc. Mais je sentais qu'il y a un moment donné où ça allait retomber. Forcément, je ne vais pas parler pendant 3 ans, même si je le fais aujourd'hui, du PCT. Enfin, c'est chouette de le partager au moment où on le vit. Mais à un moment donné, il y a aussi la vie, les nouveaux projets, etc. Et ces nouveaux projets-là, j'en avais pas. Je reviens sur ton truc de pas lâcher un pour avoir l'autre et tout. En fait, on m'a expliqué un peu, c'est le syndrome du singe. C'est-à-dire que le singe, il va jamais lâcher une liane avant d'en avoir une nouvelle. Sinon, il se tue. Ouais. Voilà, pour imager le truc, c'est complètement ça, en fait. Ouais, sinon, c'est un saut dans le vide. C'est encore lié au choix entre la sécurité et la liberté. Ouais, complètement, effectivement. C'est un saut dans le vide où tu sais pas ce qui va arriver, mais tout est possible, mais du coup, il n'y a pas de sécurité. Mais c'est la liberté, tout est possible. Ou alors, tu sécurises un peu un truc. Jules, quand on a fait l'interview, à la fin de l'interview, on a parlé parce qu'on en avait discuté, on a parlé d'un projet que tu avais je crois que c'était un projet de Tour de France à vélo. Tu avais un projet d'aventure à vélo, en tout cas. Ouais. Ça c'est... Bike trip, quoi. De road trip en vélo. De road trip, ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc, on parle de retour, pas de projet, on veut écrire un bouquin, on sait pas trop, on est perdu, on sait même pas où... Enfin, je sais pas pourquoi je dis mais je sais même pas où j'ai envie d'habiter. Du coup, je me dis, allez, je vais faire un tour en janvier dans les Alpes. Donc, entre Annecy, Grenoble, etc., je vais voir des copains. Je me dis que je vais habiter là-bas parce que j'ai envie d'être proche des montagnes. Et en février, je rencontre quelqu'un. 2021. 2020. 2020. Donc, nous, on se rencontre au mois de mars, mais en février, je rencontre quelqu'un. Et je tombe amoureux directement. Et gros coup de cœur. Vraiment une très belle personne que je rencontre. Et je tombe amoureux. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette relation, c'est devenu mon projet. C'est-à-dire, j'ai mis toute l'énergie que je voulais avoir dans un nouveau projet, dans cette nouvelle relation. Oui, parce qu'il y a un problème de timing, en fait.
Et ouais. Ça arrive à un moment où tu es dans le creux, tu rejettes tout sur la personne. Ouais, je rencontre quelqu'un voilà, avec qui je partage plein de choses, et boum, en tout cas. Et ça match, quoi. Et ça match direct, en tout cas de mon côté. Et du coup, ça devient le projet. Ça devient le projet, on part un mois à Bruxelles, et boum, mois de mars, on se voit ensemble, et quelques jours après, confinement. Et là, pour une raison du moment, on décide de se confiner ensemble. Donc, on part dans la campagne tous les deux. Et précision pour les gens qui nous suivent. La campagne. Confinement que tu as vécu, donc en Auvergne. En Auvergne, au pied du Sancy. Au pied du Sancy. Là où on est passé, donc, pour ceux qui nous suivent toujours, là où on s'est gavé de crêpes comme des porcs, sur les conseils. Sur GR30. Sur les conseils de Jules, donc à Picherande. Qui s'appelle chez la Jeanne. Chez la Jeanne. Si vous passez dans le coin à Picherande, allez chez la Jeanne. Gavez-vous comme des oies et surtout, c'est pas cher. Pensez au verre de verveine pour faire descendre tout ça. Ouais. Obligatoire. Il cartonne ce verre, quoi. Jules, on t'écoute. Non, mais très belle région, enfin, moi, gros coup de cœur en tout cas pour l'Auvergne, pardon, et cette région est vraiment, j'en ai une ouais, il y a des sentiments qui sont mêlés. Forcément, il y a des sentiments qui sont mêlés, mais c'est une région que j'aime beaucoup. Donc sans parler effectivement de tout ça, parce que c'est pas très intéressant pour les autres, mais oui, donc je tombe amoureux, on vit un confinement très intense, et là, en fait, c'est comme si j'oublie de réfléchir un petit peu à un vrai projet. J'ai plein d'idées que je balance un peu comme ça, mais c'est comme si je m'étais dit, c'est bon, là j'ai trouvé pas un sens à ma vie. Ça arrive à plein de gens, ça. Ouais. Ça arrive à plein de gens, ça, ouais. Mais en tout cas, je me relâche, et je me dis, là j'étais dans un mode de, je vais essayer de trouver une nouvelle direction, un nouveau projet, etc. En fait, non, je l'ai trouvé, c'est bon, je suis amoureux, c'est bon, c'est ok. Et je vis au jour le jour, quoi. Et je vis au jour le jour. Je suis confiné de toute manière. En plus, je suis dans une situation hyper confortable parce que je suis à la campagne, je suis en Auvergne, dans une maison. On peut se balader tous les jours parce qu'il y a la campagne autour, il n'y a personne, etc. En fait, je vis un peu un moment génial de ma vie où je suis avec une personne que j'aime, confiné, j'ai pas besoin de travailler, tout est facile, tout est simple, il fait beau, on est en Auvergne, il y a la nature. C'est génial. Top, quoi. C'est génial. Mais je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais forcément, toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Forcément, c'est beaucoup de pression pour une personne. Je m'en rends compte aujourd'hui. C'est beaucoup de parce qu'elle n'a pas la même histoire que moi. Elle vient avec la sienne, mais en tout cas pas dans le même timing et pas avec la même histoire. Donc, on décide quand même de faire un tour de France à vélo. Tous les deux, donc. À l'été, en sortie de confinement. Elle avait un travail, hein. Elle était en transition aussi, de vie. Donc, c'était le moment, quoi. C'était le bon moment de le faire, ouais. C'était un peu plus son rêve que le mien de traverser la France à vélo. Moi, je suis plutôt un marcheur, elle aime beaucoup le vélo. Donc, je me suis laissé convaincre. Nouvelle aventure aussi. Donc, il y a à la fois, à l'intérieur de ce gros projet qu'est le couple, une aventure qui se crée, qui est donc la traversée de France à vélo. Et pour moi, excitation, nouveau projet, partager avec quelqu'un, le fait de le faire à deux, découvrir la France autrement, d'aller à la rencontre des copains et surtout de prendre un nouveau moyen de transport qu'est le vélo. Et donc, on part au mois d'août, et on part de Strasbourg et on traverse la France un peu en L. On traverse la France vers le bas, puis vers l'ouest. Et donc, on arrive à Biarritz 2 mois après, je crois, quelque chose comme ça. Ou 1 mois et demi, à peu près. Bien, belle aventure. C'est... Belle aventure. Ouais, très chouette. On me demande souvent, alors tu préfères quoi? Tu préfères marcher, le vélo? Ça doit être je pense que c'est deux... En fait, c'est difficile de comparer. Pour moi, je dis simplement que la marche, c'est beaucoup plus sauvage, c'est beaucoup plus presque... solitaire. Le vélo, l'avantage, c'est que tu peux facilement aller à un petit village, faire un détour. C'est plus social, quoi. C'est beaucoup plus social. Faire un détour de 10 km à vélo parce que quelqu'un te dit allez, va voir là-bas. C'est pas un problème, quoi, presque. Ouais. Faire un détour à 10 km à pied. Ça calme les gens. Tu dis août 2020, tu finis ton tour à vélo. On finit en septembre, au début octobre, je crois, quelque chose comme ça. Et on reste 1 mois dans le sud-ouest. Donc on s'installe dans le sud-ouest. Quoi, en appart?
En appart, ouais, on est à Airbnb, on est un peu à Biarritz, et puis après on est à Hendaye pendant presque un mois, je crois, ou j'ai plus en tout cas le timing en tête, mais oui, 2-3 semaines, en tout cas un mois à peu près dans le sud. Au retour de cette aventure, voilà, l'envie d'être dans le sud-ouest, très belle région, très chouette, mais encore une fois, un peu calme, encore les restes du confinement, pas beaucoup de monde. Et donc, on reste un mois là, jusqu'à l'annonce du nouveau confinement. Le deuxième effet qui se coule. Deuxième vague, ouais. Deuxième effet qui se coule. Et là, je me dis, waouh, chouette, hop, retour en Auvergne. Du coup, en 24 heures, on lâche les vélos chez mon pote à Bordeaux. On prend le train à Paris, Paris-Strasbourg. Strasbourg, on prend la voiture, bim, et on se retrouve en Auvergne 24 heures après. Dans le même endroit, et là je me dis ça va être chouette de nouveau, je suis avec ma chérie, quoi. Je suis dans un endroit chouette, les crêpes, la verveine, machin, etc. et tout. La verveine. Sauf que là déjà c'est pas la même histoire parce que le confinement numéro 2 est pas le même que le numéro 1, c'est beaucoup moins restrictif. Ouais, grave. Donc il y a un peu des choses ouvertes, les gens sont beaucoup plus dehors, et là on se rend compte, moi, pas tout de suite, mais elle beaucoup plus rapidement, que le côté social, ça nous manque un peu. Toi. On est un peu dans notre bulle tous les deux. On partage plein de choses, on est tout le temps ensemble. Moi, je trouve ça génial parce que, encore une fois, je suis encore dans mon truc. Mais tu sais que c'est pas la vie, ça peut pas rester comme ça, en fait. En tout cas, sur le moment, je suis tellement encore dans mon après-PCT. Toi, ça allait tellement vite, j'ai tellement pas pris le recul et on est tellement tout le temps ensemble que je pose même pas la question, toi. En fait, j'ai pas eu ce déclic de se dire waouh, maintenant faut respirer, faut faire autre chose. Toi. Et donc, je le vis, waouh, cool, c'est le nouveau confinement. Le problème, c'est que voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a envie d'être plus dehors, on a envie de faire plus de choses et on en a un peu marre d'être tout le temps dans cette maison, même si on passe des bons moments ensemble, quoi. Ouais. Voilà, et puis le confinement s'arrête et pendant ce confinement-là, et surtout pendant le temps dans le sud-ouest, on avait pris la décision de s'installer à Annecy. On a pris la décision de s'installer à Annecy, je pense surtout à cause de moi, ou grâce à moi, bon, ça c'est une question de point de vue, mais surtout à cause de moi, parce que en faisant ce tour de France à vélo, on était passé à Annecy. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je m'étais dit, waouh, il y a le lac, les montagnes, c'est parfait pour y vivre. Il y a les canaux, non, c'est pas ça? De quoi? Il n'y a pas les canaux à Annecy, c'est pas ça? Il y a une petite, comme c'est la Venise des Alpes, je sais pas quoi. Petite marina. Je sais pas si c'est vraiment la Venise, mais en tout cas, ouais, il y a effectivement un tout petit endroit où il y a des canaux. Mais surtout, voilà. Dans ces projets un peu au fond, c'est toujours continuer à vivre dans le monde de l'aventure. Je me suis dit que c'est un peu là où il y a tous les acteurs de l'aventure. J'étais en contact avec Explora Project, chez qui je suis devenu ambassadeur toute l'année 2021. Je me dis que c'était une bonne opportunité, peut-être faire des choses avec eux. Il y avait un peu des amis à moi qui étaient sur Annecy. Bref, je pense que je l'ai convaincu d'aller sur Annecy. Et ça s'est fait, du coup. Et ça s'est fait. Du coup, janvier 2021, on s'installe sur Annecy, où on passe toute l'année sur Annecy, quoi. Et là, pareil, pendant les 6 premiers mois, le confinement est fini, mais restrictions. Du coup, il n'y a pas de bar, il n'y a rien qui est ouvert, etc. Ouais. Donc, en fait, on a été vraiment un couple de confinement, quoi. Oui, j'allais te dire, en fait, tu savais même pas si c'était un couple genre viable dans la vie normale, avec plein de guillemets. Hein. Ouais, en tout cas, pour moi, ça l'était. En tout cas, mais pour l'instant, tout ce que tu avais vécu. Ouais, c'était pas une situation normale. C'était dans une situation. C'est pas une situation normale. Mais en fait, je pense que pour moi, clairement, on était viable dans la vie normale. Oui. Mais sauf que ce que je me rendais pas compte, c'est que moi, manquant de projet, plus le confinement, plus tout ça, c'était énormément de poids sur ses épaules. En fait, c'était pour une personne, à un moment donné, c'est de se dire waouh, à un moment donné, j'ai envie de on parle de liberté un peu. Moi, je pense que j'étais plus dans cette peur d'un peu de la sécurité. Ça, c'est mon histoire personnelle et c'est pas très important aussi non plus ici. Mais du coup, on se retrouve encore au mois de juin 2021, 6 mois et moi, j'ai pris du coup à ce moment-là un remplat en pharmacie. Donc je me retrouve en plus là-bas, Annecy, parce qu'à un moment donné, il fallait quand même gagner un peu d'argent. Je me retrouve toujours pareil parce que j'ai pas fait le travail nécessaire dans un truc qui me plaît pas de ouf. Voilà, et du coup en mettant encore autant de pression sur cette relation, etc. Et en fait, je suis un peu hypnotisé. Je suis pas du tout dans le. Je me laisse porter en fait. Je me laisse porter
Et je me laisse porter jusqu'à la fin de l'année 2021 où là, elle décide de partir. Donc là, gros choc, forcément. De partir de quitter la relation. D'accord. De quitter la relation, là, c'était il y a 1 an. Et de partir d'Annecy. De partir d'Annecy. Moi, je pars aussi d'Annecy. Voilà, je le fais en cours parce qu'encore une fois, c'est pas très... Ouais. Et là, c'est 6 mois 6 mois de calvaire pour moi, 6 mois où je me retrouve encore plus perdu qu'avant. Parce que là, c'est comme si j'avais mis sous le tapis tout ce qui s'était passé depuis le PCT. C'est plus une vague, c'est un mur pendant la tronche. Là. Et là, il y a tout qui ressurgit. Et là, tout ressurgit d'un coup. T'es toc, toc, toc. On est là. C'est ça. Tu nous repousses depuis 2 ans, mais non, tu vas tout prendre dans la tronche. Et c'est là où des fois, la fuite, c'est pas forcément le meilleur des solutions, même si des fois, c'est la seule qu'on a. Ah, tu te fais rattraper. Et des fois, parce qu'il y a un moment donné où ça rattrape. Donc là, je me prends la tristesse de la séparation, le choc de la rupture, plus... Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi en fait ta vie? Toi, tu es Jules à la bougeotte. Oui, plus le manque de projet. Plus le manque de projet. Et tu t'es retrouvé dans une vie à complètement asphyxier l'autre personne parce que tu avais peur, parce que tu n'étais pas en sécurité, parce que tu n'avais pas de projet, parce que tu avais machin. Et là, d'un coup, tout ça revient. Et là, je fais waouh. Alors, 2022, ça va être vachement long. Jules, j'en parle là parce que tu en as fait une story, donc elle était publique. C'est à ce moment-là, je suppose, que tu dis tout ce que tu avais dit. Tu as des potes qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Donc ça sert à ça, les potes, évidemment. Ouais, merci. Et tu as eu... c'est là où tu nous avais parlé des douleurs que tu avais eues au genou post-PCT, où tu t'étais fait mal et qui apparemment t'ont suivi pendant longtemps. C'est là où tu as vu, donc c'est ça, tu as vu le kiné que tout le monde connaît, je pense, Major Movement. Major Movement, ouais. Je ne sais plus son prénom, mais... qui est sur YouTube d'ailleurs. Qui est un super instructif. Super pédagogue, il parle super bien, je kiffe ce type. Donc génial. Tu as eu la chance, je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo, de l'avoir et il t'a réparé, quoi, en gros. Alors oui, ça s'est pas passé tout de suite comme ça, mais ce qui s'est passé au début, c'est grosse descente d'enfer. On est là, on est au fond du gouffre. À Paris, du coup. Je quitte Annecy. Non, j'étais plus. Enfin, moi, je suis originaire d'Alsace, donc je suis rentré quelques jours en Alsace. J'attrape le Covid. Je passe Noël, Nouvel An confiné à cause du. Seul. Là, et là, seul. La totale. Seul. Et là, je me dis, waouh, là, je peux. Et le soir de Nouvel An, je me dis, en fait, je peux pas tomber plus bas. J'ai des petits soucis de santé aussi au mois de décembre parce que je décompense vraiment de ce moment-là où c'est vraiment compliqué pour moi. Et puis je décide de partir faire un stage de clown à Toulouse. C'est pas vrai. Et en fait, je savais pas ça. Je suis parti. Là, on tombe de haut, nous aussi. Excellent. Ouais, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je tombe sur une annonce pour un stage de clown. Je pars faire un stage de clown à Toulouse. Et, trop bon. Et j'arrive. Je me suis dit, t'as vraiment la bouchotte, toi. Non, mais je commençais à me dire, il y a des trucs qui sont restés à l'intérieur, il faut que je les fasse sortir. Donc c'était le premier doigt de pied de ça. C'est comme le théâtre, ça. Je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose. Sinon, je pense que sinon j'allais claquer. Et donc je pars à Toulouse. Le stage est annulé parce que le mec il a le Covid. Donc on est encore à ce moment-là. C'est de la période Omicron. Il est noir en fait, ce type. Tu es chat noir. Sors de chez moi. Et pourtant, je décide de rester à Toulouse parce que je découvre une ville chouette. Donc, je commence à faire des activités culturelles, je commence à écrire, je fais du slam, je sors, je fais je rencontre des gens. Et voilà. Mais je sors beaucoup, un petit peu. Et à un moment donné, je me dis, je suis en train, en tout cas, de me fatiguer un peu la tête, là. Et très vite, je me ressens, en fait, l'envie d'être proche de mes potes. On parlait des amis. C'est ce que j'ai effectivement écrit plus tard dans la story. Où je me suis dit, là, il y a un moment donné, Jules, toi, tu essaies de régler tes problèmes tout seul. Là t'es pas bien, va voir tes potes, et tes potes ils sont pas là juste pour ça, mais en tout cas ça va te faire du bien d'être proche d'eux. Et mes potes les plus proches sont à Paris, donc c'est à ce moment-là où je décide de rentrer à Paris. C'est ça qu'on appelle un euphémisme. Mes potes sont à Paris. Moi je voulais dire, est-ce que du coup on pouvait dire qu'à l'époque t'étais grand marcheur malade? Wow. Je t'ai mis au slam et tout, tu vois. Ah, je suis obligé. Bravo, Lucas. Ouais, j'y ai jamais pensé, mais ouais, Lucas, c'est exactement ça. J'étais un grand marcheur malade. Ouais, j'étais vraiment. Je continue à marcher. C'est marrant parce que, je sais pas si c'est drôle, mais la semaine de la rupture, donc moi j'étais encore à Annecy, elle était partie, et je marchais entre 50 et 60 km par jour.
Parce que c'est la seule chose qui me... C'est une thérapie. Qui me permettait en fait de pas déprimer. Enfin, je déprimais, mais en tout cas, la circulation de la marche. Donc, je partais le matin et c'était sous la neige, je me rappellerai toujours. Et je faisais 30 bornes, j'allais pratiquement au bout du lac. J'allais dans un petit café où je buvais un petit café et je revenais. Et ça me faisait la journée. Ouais, c'est là, encore, moi je suis pas psychologue, mais c'est encore du cachage de choses sous le tapis. Ouais, mais là c'était tellement vif que je pouvais pas l'affronter. Là, l'affronter en face. J'ai une solution de repli. J'ai essayé de l'affronter en face courant fin décembre là, et ça m'a mis tellement dans le mal que ça a été compliqué. Mais non, là c'était. Mais du coup, la première chose qui m'est venue, le premier réflexe, c'est je me lève le matin. Si j'arrivais à dormir, je sortais, je marchais jusqu'à épuisement pour pouvoir un peu dormir le soir. Donc ça, c'était vraiment... Et quand même, parenthèse, le mec, il part 6 mois aux États-Unis, il voit des loups, il voit des ours, et des montagnes, lions, je sais pas quoi, il prend une douche tous les 15 jours et compagnie, tout va bien. Et tu rentres et une femme, elle peut te casser en deux comme ça. Les histoires d'amour, quand même, on l'a tous vécu. Ça peut faire. Après, je pense que c'est même pas tant la femme qui te casse en deux, c'est toi. Toi, ton rapport avec toi et le fait, tout ce que tu t'enterres en fait. Non, bien sûr, elles sont pas responsables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une histoire d'amour qui finit mal, comme toujours, comme disait Rita Mitsuko, c'est le truc qui fait le plus mal. Quoi. Parce ça peut te mettre à plat. C'est là où on est aussi le plus soi, peut-être, et aussi on est le plus. Mais donc voilà, donc je suis à Toulouse, je reviens à Paris, et c'est là où à un moment donné, je dis, je crois que ça suffit, c'est cool de se déchirer la tête, mais à un moment donné, c'est pas toi, et reprends-toi en main, toi avance. Et c'est là où la prochaine vague commence à grossir, quoi. C'est là où je commence à faire un travail sur moi-même. Là, Jules, je te recoupe. Deux choses déjà. Tout ça, c'était sans tomber dans drogue, alcool et compagnie, parce que ça aurait pu. Non, enfin, ça pourrait à des gens, je suppose. Surtout à la pharmacie. Ça... Et tu aurais pu piocher overdose de Viagra, tu sais. Mais surtout, Jules, on est d'accord que d'une certaine façon, tout ça, c'est quand même lié au PCT. En fait, c'est la conséquence du PCT. Après, avec un mauvais timing qui est le confinement, oui. Avec effectivement, moi, j'aurais rencontré cette personne avant ou aujourd'hui. Clairement, j'aurais pas du tout. Je pense que j'aurais été amoureux pareil, parce que vraiment, je pense que je suis tombé amoureux de cette personne-là et pas d'une image de la personne. Ça se commande pas, ça. Mais ouais, ça, c'est sûr que. Mais donc, dépression post-PCT. Je pense que vraiment, ça a accéléré le truc, et vraiment, j'ai mis une pression sur cette relation qui n'est pas normale aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai pu digérer de tout ça. Et je pense que j'aurais construit une vie. Et de toute façon, ne serait-ce qu'on a habité ensemble pratiquement 1 mois après s'être rencontrés en mode confinement. C'est-à-dire H24, on a vécu pendant 3 mois. De toute façon, H24, ça a rapproché. Un an de vie, comme si vous aviez un boulot. Mais c'est génial dans le sens où, parce que ça peut très bien se passer. Mais moi qui étais dans cette carence un petit peu de projet et de sens, du coup, c'est beaucoup de pression. Si moi, j'avais été en mode boulot, je bosse, ou j'ai mes activités, où on peut se laisser un peu tranquille, etc. Mais je pense que j'étais un peu trop sur elle. Et du coup, ça a été, je pense, là où ça a été compliqué. Donc, ouais, complètement. Je pense que c'est pas une manière d'excuser quoi que ce soit, mais c'est d'essayer de comprendre. Ouais. C'est une manière de comprendre aujourd'hui un peu le truc. Donc, tes potes, tu remontes à Paris, tes potes, ils t'aident à remonter la pente. Du coup, ils m'aident à remonter la pente. Alors, pas de problème d'alcool, mais je sors un peu quand même tous les soirs. Donc là, on est encore un peu sur le truc. Et c'est là où, à un moment donné, je me dis, putain, en fait, il y a tous les soirs, je bois quelques bières, même si c'est pas addictif. Et à un moment donné, c'est pas comme ça que je vais me sentir mieux. Donc, je commence à refaire du sport, je commence à essayer de prendre soin de moi, et je l'avais déjà commencé effectivement un peu à Toulouse en étant allé voir Major Mouvement, où je m'étais dit, voilà, là j'ai envie quand même de me dire, ce que j'aime le plus faire au monde, c'est de marcher, j'ai envie de continuer à pouvoir le faire. Voilà, j'initie une thérapie, je commence à parler avec des gens, je commence à extérioriser tout ce que j'ai, et tout ce que en fait j'avais maintenu à l'intérieur de moi pendant tous ces trucs-là, tout ça ressort. Et du coup là, je suis en train de commencer à cicatriser un petit peu toutes les plaies qui étaient ouvertes, de commencer à me dire waouh, mais en fait je m'étais raconté des histoires, tout ça, blablabla, et à faire psychologue et tout. Ouais, thérapeute, ouais. On te diagnostique HPI, j'ai vu, c'est à ce moment-là. Ouais, ça c'est un petit peu avant, ouais. Ça, donc c'est HPI, c'est haut potentiel intellectuel.
Ça peut être interprété de plein de façons différentes, mais ça t'aide à comprendre. Ouais, de fait, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent un peu dans ma tête, ça c'est sûr. Mais après, ça, je ne m'y suis pas forcément attaché. C'est plutôt moi comprendre mon rapport avec moi, le fait effectivement que j'étais très associé sur. On va pas effectivement parler de tout ça, je sais pas si c'est très intéressant, mais en gros, j'avais l'impression que les gens ne pouvaient m'aimer que par ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est par mes réalisations que les gens pouvaient m'aimer. Donc c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup d'idées et que j'essaie de les sortir dans le monde, parce que c'est au travers de ce que j'ai l'impression de faire que les gens vont m'aimer. Donc ça, je me suis un petit peu dédouané de tout ça. J'ai aussi compris que en fait, je pouvais être un pharmacien et que c'était pas mon identité. Et du coup, ça m'a aussi complètement j'ai vraiment fait la paix avec ce métier-là. Et aujourd'hui, je le prends comme tel, c'est-à-dire un métier qui me permet d'avoir du temps et de l'argent. C'est pas la pharmacie le problème, Lucas. Le problème, c'est Paris depuis le début. Moi, je veux pas lui dire. Le problème, c'est Paris. En fait, je t'ai dit de pas lui dire. Tu viens de le lui dire. Paris. Après Paris, je veux pas cracher dessus parce que Paris, quand on dit 2 fois Paris, normalement derrière on dit Paris, on tend. mais non, ça a été surtout. En fait, je suis allé à Paris pour mes potes. On va pas se cacher. Ouais. Hein. Ouais, c'était vraiment ça. Mais non, c'est vraiment toute la reconstruction, et accepter tout ce que j'ai été pendant cette relation, tout ce qui m'a manqué pendant que je suis rentré du PCT. Pardon. J'ai failli fourcher sur un autre mot. Tu fourcheras dans pas longtemps. Du coup, une fois tout ça digéré, tu regain de motivation pour Là, je mets tout à plat. Je mets tout à plat pour la première fois de ma vie. Hein. Je pense que j'ai 40 ans à ce moment-là. Pour la première fois, je mets pas sous le tapis. Je pars pas marcher pendant des jours, Ouais. Je suis face à moi-même, je suis face à un gars qui vient me chercher. Je fais plein de thérapies un peu alternatives, j'essaye plein de choses. Je découvre aussi Toi, on parlait d'HPI. Pour moi, c'est pas très important. Ce qui a été plus important, c'est de découvrir qu'il y a d'autres modèles où on parlait sur le MBTI à un moment donné, mais ça, c'est pas très important. En fait, ce que j'arrive aussi à comprendre, c'est que foncièrement, on est tous différents dans ce monde-là, tu vois, et qu'on a tous des systèmes de fonctionnement différents. La différence, c'est pas moi j'aime le brocoli, j'aime la salade, t'aimes pas la salade, tu vois. Ça, on s'en branle, tu vois. C'est vraiment moi, j'appréhende le monde. Pourtant on en connaît un qui aime bien la salade. Voilà, j'ai une petite parenthèse, je vous le dis, parce qu'hier on est sorti, on a un peu marché avec Jules, et on a beaucoup parlé de salade. Voilà, il adore ça. Si vous n'avez pas lui offrir à Noël là, une petite salade, là, vous l'envoyez à Paris. Je vais le checker pour voir s'il n'y a pas un tatouage de salade sur son corps. Il adore la salade, Jules. Mais non, ça a été vraiment aussi une vraie découverte, une découverte humaine, etc. En fait, c'est con ce que je vais raconter. Là, on peut parler. Là, on parle d'un truc très personnel, très vulnérable. C'est la première fois que je parle de ce genre de choses, et je pense la dernière fois sur un podcast ou de manière publique. Personne n'écoute. Ouais, c'est cela, oui. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça pas un truc très personnel. Putain, moi, tu avais dit un truc très personnel, très. Mais il a dit que c'était con ce qu'il allait dire, donc bon. Non, mais En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours a posteriori, on dit, mais en fait, ce qui m'est arrivé là, c'est génial. Enfin, tu vois, je dis pas que c'est génial, parce que moi, il y a forcément encore un manque. Cette personne me manque encore. Il y a toujours. Je pense que je l'aimerais toute ma vie. Ça, c'est encore une parenthèse. Mais il y a aussi un truc qui est que ça m'a jamais fait autant grandir ce moment-là que maintenant. Et que là, maintenant, je suis vraiment dans cette creux de la vague avec cette putain d'inertie qui me pousse derrière. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui va initier une nouvelle vague. Et ça c'est assez kiffant. Ça me fait chier d'en avoir passé par là. Ça me fait chier d'avoir vécu tout ça. Ouais, mais en même temps, j'aurais pas pu le faire autrement, parce que je pense que dans la vie, il y a ces carrefours-là. On en a besoin. Il y a besoin. Le proverbe, je sais pas si c'est un proverbe, mais qui dit tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Enfin, pour moi, je me dis vraiment, mais vraiment, même une overdose de drogue, même ce que tu veux, même la perte de qui tu veux, à partir du moment où tu meurs pas, tu as gagné de l'XP comme dans un jeu vidéo. Ouais. Tu es forcément plus fort. Quoi. Et c'est au pied de la vague qu'on voit le mieux la vague aussi. Exactement. Et c'est au fond du trou qu'on voit le mieux le trou. Celle-là, je suis pas sûr. Bienvenue sur Rando Proverbe. Radio Proverbe. Rando Philo. Non, donc Jules, là on est où? Là on est fin 2021? Là on est en 2022 là. On est début 2022. Là on est là pratiquement. Hein.
On est début 2022, je suis à Toulouse, je suis encore dans le fond du gouffre, etc. Milieu de machin, je commence à remonter, je fais ma thérapie, je fais le travail sur moi, je rencontre énormément de gens pour justement m'aider, je reprends le sport, je me soigne avec Major Mouvement qui me soigne mes genoux. Pour la première fois, j'arrive à recourir en montagne. Je passe. Important ça. Moi, je réinsiste. On n'a pas des parts chez Major Mouvement, mais dans ta story, tu dis bien que tu as vu des gens et que Major Mouvement, c'est pas que de l'esbrouf sur YouTube. C'est que vraiment, lui, il t'a. En fait, on s'est pas vu longtemps, mais ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'en fait, il a une vraie démarche d'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit. Ok, t'as une douleur. Ok, comment tu peux reproduire cette douleur? Ok, ben reproduis-la. Et après, il essaye plein d'hypothèses sur comment virer cette douleur-là. Et en fonction de l'hypothèse qui va être validée ou non, il va dire ah bah tiens, là c'est peut-être un déficit au niveau du. C'est pas juste t'as mal ici, ah c'est ça. Ou fais ça. Il y a vraiment une démarche de. Et limite, je pense que lui. Ce qu'il kiffe, parce qu'après, il y a forcément le suivi. Du coup, il m'a basculé vers un préparateur physique, parce que c'était plus ça dont j'avais besoin. Donc après, j'ai suivi vraiment une vraie préparation physique, et c'est ça vraiment, je pense, qui m'a aidé. Mais le point de départ, c'est vraiment ce diagnostic-là, c'est OK, on va prendre du temps d'explorer en fait toutes les différentes possibilités pour enrayer en fait ce mal de genou. Et ça, j'ai jamais eu ça en tout cas. Et ça, cette démarche-là. Je regarde beaucoup ses vidéos et vraiment son point fort, c'est le diagnostic. Tu viens de le dire. Ouais, c'est le docteur. D'ailleurs, il vient de... Et la blague. Ouais. Et la blague aussi. Ouais. Et la blague. Mais il aime bien faire le con. En fait, c'est un déconneur. Ouais. Moi, je pense que je pourrais lui faire le même compliment que je peux vous faire à vous, c'est que c'est le même dans la vie que sur ses vidéos. Et ça, franchement, c'est hyper agréable d'arriver dans un cabinet de kiné, d'être là et te dire, bon, ben voilà. Détendu, quoi. Et le mec, il arrive à son assistante ou son confrère, en fait, il fait une blague comme il pourrait la faire sur une story. Et je trouve ça génial. Et du coup, là, tu te détends, tu te dis, ça va bien se passer. Et je voulais juste faire la parenthèse, parce que là, il sort un livre. Et justement, c'est axé diagnostic. C'est pour pouvoir faire chez soi-même le diagnostic quand on a des douleurs, quand on a des trucs récurrents. Et ça peut nous aider justement à savoir d'où ça peut provenir et justement mieux se faire soigner derrière. Et voilà. Mais tu sais que ce soit pour le corps ou pour d'autres choses, moi personnellement, je préfère comprendre d'où il vient le problème, même si j'arrive pas à le régler, que régler le problème sans savoir d'où il venait. C'est pas. C'est pour ça que j'aime l'informatique. C'est dur à le gérer. Mais c'est pour ça, je te dis, c'est pour ça que j'aime l'informatique. Il y a des gens qui préfèrent mener leur PC chez Darty et dire répare-moi-le. Moi, à ma première panne, je l'ai ouvert complètement et il fallait que je comprenne pourquoi il était tombé en panne. Tu vois. Donc je capte le truc du kiné. Si j'ai mal à un endroit, je voudrais pas que juste il me soigne. Je voudrais que même si tu me soignes pas, mais dis-moi pourquoi d'où ça peut venir, quoi. Après, j'ai vu beaucoup de kinés avant et je veux pas critiquer les kinés. J'ai vu des très bons kinés, notamment à Annecy, des kinés du sport. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant de passer des séances et des séances, parce que moi, c'était des séances actives, hein, c'est-à-dire pas des séances où ils massent. C'était vraiment des séances en salle de sport, en situation effectivement de prépa physique. Et te dire, mais putain, je tape dedans là, mais ça passe pas. Et encore une fois, on ne parle pas de vraie douleur, on parle de gêne, mais de savoir que ça peut-être un jour m'amener trop d'inconfort pour marcher. Pour moi, c'était trop frustrant. Je voulais pas. Je voulais me dire, je préfère avoir mal à l'épaule, c'est pas grave. Je porterai un sac encore plus léger. Mais mal au genou, mal au pied, c'était pas possible parce que demain, j'arrive plus à marcher. Bah, je ferais peut-être certainement autre chose, mais ce serait la frustration de la vie. Tu pourrais faire clown du coup. Du coup, je pourrais faire clown. Pas besoin de pied. Belle manœuvre. On est au stage, mais je te tire mon chapeau. Jules, mi-2022, donc pendant tout ce temps, on est plus ou moins resté en contact. On est toujours resté plus ou moins en contact. Ouais. Mais mi-2022, pour mon anniversaire, tu débarques dans le Var. On fait une marche dont la vidéo est sur la chaîne YouTube. On part marcher 3 jours, 2 jours et demi dans l'arrière-pays. Dans le bas pays d'Alos. Voilà, vers là-bas. C'était très beau, c'était très bien. Ouais. Et à ce moment-là, Jules, où donc tu remontes la pente, des projets reviennent, un projet revient, la motivation revient. Tu nous parles d'une chose, je ne vais pas le dire moi, c'est ça, c'est à ce moment-là que tu nous parles d'une chose. C'est à ce moment-là où je vous en parle. C'est à ce moment-là où je l'ai plus ou moins en tête. C'est à ce moment-là où quand je fais le vide de tout ça, quand je remets tout à plat, j'ai envie de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui émerge en fait de tout ça ? Et ce qui émerge, c'est quelque chose de presque
pas évident, mais en tout cas d'assez lumineux. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où je vous en parle, parce que là, on est encore dans cette théorie de l'enceinte close. On est ensemble dans la nature pendant 3 jours. On était 3 jours ensemble. Ouais. Et du coup, on partage beaucoup de choses à ce moment-là, et notamment quelque chose que je partage pas énormément avec Jean. Je pense que vous êtes l'un des premiers à qui j'en ai parlé. La passion du PSG. Qu'on a fait partager à Sébastien d'ailleurs. Et c'est ravi. Et c'est là effectivement où Seb a porté pour la première fois le maillot du PSG. Et depuis, écoute, c'est un autre homme depuis. C'est un autre homme. Moi aussi. Vous êtes deux connards. Je vous le dis, j'en fais encore des cauchemars. C'est plus de 6 mois après, je vous le dis. C'est des terreurs nocturnes, m'a dit Charlène. Pareil. Presque. Non, Jules, là, tu nous parles d'un truc. Moi, je te dis, quand tu nous as parlé, ça a fait clic direct dans ma tête. Et j'en ai parlé un peu après à Lucas. Mais dès que tu nous en as parlé, hop, tac, 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 ça a fait clic direct. Alors, de quoi tu nous as parlé, Jules? Quel est ton gros projet, même si on va minimiser, hein, c'est pas un truc extraordinaire, on est d'accord et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un gros projet pour 2023. Ouais, pour 2023, c'était pour moi ce qui est revenu vraiment, c'est que j'avais envie de repartir marcher. Ça a été la chose, mais encore une fois, pas pour fuir, pas pour faire mes 60 km par jour comme en décembre de l'année dernière, mais vraiment pour, je pense, pour plein de raisons, mais peut-être pour vraiment tourner la page, mais vraiment là, on est de nouveau sur l'appel. On est sur le creux de la vague, et la vague, elle remonte, et du coup, l'appel de la marche, elle a été vraiment beaucoup plus forte. Et je me suis dit, le seul endroit où j'ai envie de marcher, le seul itinéraire qui me paraît pour moi le plus excitant, c'est d'aller faire le CDT. Tadam! Et le CDT, pour nos amis qui connaissent pas, c'est le Continental Divide Trail. C'est le frère du PCT, c'est le grand frère, le petit frère, on s'en fout. Il y a 3 grosses randos aux États-Unis. C'est une des 3 grosses randos. C'est un autre PCT. C'est un autre PCT. C'est effectivement, on est sur une parallèle au PCT. Nord-sud ou sud-nord. Ouais, donc en fait, Canada, Nouveau-Mexique, ça passe par 5 États cette fois-ci. C'est un peu plus long que le PCT, ouais. On est sur 5000 km. Donc quasiment 700 de plus. Ouais, on est sur 700 de plus, un peu plus de 700. 730. Ouais. Et un peu plus sauvage, un peu plus montagneux plus longtemps avec le Colorado et autres. En gros, le Continental Divide Trail, c'est la ligne plus ou moins de crête des Rocheuses. Ça traverse les États-Unis de part en part, donc du sud au nord, du nord au sud. Et c'est considéré comme la ligne de partage des eaux, où quand il pleut, il y a une partie des eaux qui vont aller vers le Pacifique et l'autre vers le continent américain. Et c'est une des traces mythiques, une des randonnées les plus longues du monde, parce qu'en fait, on parle de randonnée, c'est-à-dire qu'on va être sur le même principe que le PCT, c'est-à-dire qu'une immersion totale dans la nature. C'est pas 5000 km où tu pars de chez toi, où tu marches beaucoup sur du bitume. Là, on va être vraiment dans la nature, dans une nature beaucoup plus sauvage, souvent un peu plus dangereuse aussi, mais voilà, tout aussi excitante. Ouais. Moins de monde qui le pratique, tu penses, que le PCT? Moins de monde. Souvent, c'est pas la première randonnée qu'on fait. Ouais, donc la plupart des gens vont faire le PCT, plus accessible, peut-être un peu plus flamboyant, beaucoup plus proche des grandes villes aussi, beaucoup plus pour les gens qui n'ont pas envie d'être immergés dans la nature. On peut très vite aller à Los Angeles, à San Francisco, à Portland et autres sur le chemin. Donc moins de monde, les gens qui le font généralement, ils en ont fait un premier avant, donc ça écume déjà pas mal. Donc il y aura aussi beaucoup plus de gens qui ont déjà vécu cette expérience, ouais. Ça sera aussi intéressant. Et voilà, et puis on verra, hein, si j'en rencontre plus ou moins, ça ce sera... Alors évidemment, Jules, sur une aussi longue distance et sur une aussi grande période, il y a fenêtre météo encore, donc tu es obligé de partir à une certaine date et tu es obligé de le finir avant une certaine date. Ouais. C'est quoi, ce sera genre milieu d'année comme... Ouais, ce sera milieu d'année. Après, là, j'ai l'avantage de ne pas avoir de permis. J'ai mon
mon visa qui est valable 10 ans du PCT, donc j'avais obtenu un visa spécial pour être 6 mois sur le territoire américain. Et il n'y a pas de permis pour traverser des parcs dans le CDT, c'est ça? Alors là, concrètement, je pense qu'il y en aura. Je n'ai pas encore complètement creusé cette question-là. Mais il n'y a pas besoin. Ce qu'il y a aujourd'hui au PCT, c'est qu'il y a la loterie. Il y a besoin effectivement d'être sur une loterie et d'un tirage au sort pour pouvoir avoir effectivement un permis. Il n'y a pas ça sur le CDT? Non, il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Donc il n'y a pas ce truc d'engorgement où le risque, c'est qu'à un moment donné, il y a tout le monde qui soit au même temps. Le risque, il est beaucoup, beaucoup plus faible. Parce que l'autre, c'est un quota, en fait, c'est ça? L'autre, c'est un quota. C'est un quota. Personne par an, point barre, quoi. Je crois qu'en fait, donc, tu as un tirage au sort qui a lieu 2 fois par an sur le PCT, en décembre et en janvier, ou en novembre et janvier. Maintenant, je me souviens plus, mais je crois que c'est novembre et janvier. Et ils ouvrent en fait les dates de départ. Et en fait, en fonction de ton numéro dans le queue, dans la file d'attente, tu peux choisir une date de départ. C'est tirage au sort ou c'est rapidité à s'inscrire? C'est tirage au sort. C'est-à-dire que tu te connectes et à 19h, ils te sortent un numéro et c'est ton numéro dans la file d'attente. Et s'il n'y a plus de date disponible à ton date de départ, t'en choisis une autre. Ok. Donc là, il n'y aura pas ça pour le CDT. Non, là, je pourrais choisir effectivement ma date. Donc ce sera... Alors, je suis encore en réflexion sur est-ce que je le fais sud-nord ou nord-sud. Si je pars du sud, donc du Nouveau-Mexique pour aller au Canada, ce sera un départ au mois de mai. Si c'est l'inverse, ce sera pratiquement au mois de juillet, ou en tout cas mi-juin, juillet. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations, et pour l'instant, c'est pas encore décidé. Du coup, Jules, ça c'est une belle aventure. Donc je te dis que quand tu nous as dit ça, moi il y a un truc qui a fait clic direct. Évidemment, j'en ai parlé à Lucas. Avec Lucas, on est tombé d'accord aussi. Et c'est là qu'on t'a proposé, Jules, je vais te laisser le dire aussi, on t'a proposé quelque chose pour... Au départ, c'est pour faire comme quand je t'ai dit qu'on voulait t'interviewer pour le PCT. C'était pour... Je me dis, l'aventure, elle est exceptionnelle. C'était pour genre laisser une trace. Tu vois, moi, je me dis, là, on essaye de faire quelque chose de propre, techniquement. Ça va sur YouTube. Ben, j'ai l'impression que le récit, il reste, tu vois. Ça fait carrément. Ça reste. C'est important que ça reste comme écrire un livre, mais qu'on l'oublie pas. Voilà. C'était qui a quand même duré 2h30, qui est quand même dense, qui finalement a des bons retours. En tout cas, moi, j'ai été assez surpris du nombre de personnes qui ont été capables de la regarder en entier. Souvent, les personnes disaient qu'ils l'ont regardé d'une traite. 2h30, c'est pas rien. Donc, et c'est là où je me suis dit aussi, c'est chouette d'avoir une archive, quelque chose de physique à partager aux gens. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, même encore aujourd'hui, c'est de le partager. Et même à mes proches, même à les personnes avec qui j'ai vécu, même avec ma famille, de se dire, mais en fait, j'ai envie de te montrer, j'ai envie de t'expliquer, mais autre que par mes mots, ce que ça veut dire pour moi la marche, ce que ça représente, de parler aussi, parce que pour moi c'est aussi très important, mais de cette communauté, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai envie de retourner sur le sol américain, parce qu'il y a une communauté vraiment de thru-hikers, de rencontrer de nouveau ces personnes-là, de partager des moments avec ces personnes-là, parce que dans d'autres régions du monde, faire 5000 km, on le fait beaucoup seul. Là, il y a vraiment un rapport de communauté. Cette communauté-là, elle est hyper précieuse. Tu sais, il y a aussi le truc que quand il y a une histoire à raconter, là, en plus, la sienne, elle est longue. Quand on s'est vu la première fois, de suite avant qu'on fasse l'interview et tout, la veille, je t'ai posé plein de questions, et tu m'as répondu des trucs, mais je me dis, mais la semaine prochaine, il voit quelqu'un qui est passionné, il va y poser plein de questions, les mêmes, il va lui répondre ce truc, mais peut-être un peu modifié, même sans faire exprès, tu vois. Et je me dis, il y a peut-être un essoufflement aussi à devoir raconter un long truc comme ça, à devoir le raconter à chaque fois toi-même, alors que tu pourrais le poser une fois, comme avec notre interview, en toute modestie, tu vois, mais tu le poses une fois et tu te dis, voilà, si tu veux voir mon histoire, elle est là. Ouais, c'est un peu comme les acteurs quand ils font les tournées promo des films, c'est pareil. Exactement. Toujours les mêmes questions, toujours les... je les comprends qu'en fin de tournée, ils doivent être blasés. Ouais, c'est pas qu'il y ait une perte de sincérité après dans tes propos, mais si tu dois répéter 200 fois la même histoire, il n'y a pas la même émotion. Et puis le parallèle avec la tournée de promotion, elle est pas mal, parce qu'en fait... une tournée de promotion, c'est voué à ce que les gens vont regarder le film. Là, moi, ils regardent rien. Je tourne, je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu. Et à un moment donné, voilà, salut, merci de m'avoir écouté. Et je pense qu'il y avait aussi cette volonté de par le livre. Mais encore une fois, à ce moment-là, le livre, je pense que je voulais le faire pour continuer à vivre dans ce milieu-là, pour continuer à être quelqu'un.
et pas pour moi, pas pour partager, du coup c'était une mauvaise raison, mais il y a aussi ce truc-là de se dire, ok, là on en a parlé, si tu as envie d'aller plus loin, parce qu'il y a une profondeur aussi dans cette aventure, c'est 5 mois quand même de marche, tiens, j'ai quelque chose, si tu as envie, pour aller plus loin. Et ça, savoir ce que c'est, si tu veux te renseigner. Et ça manque un peu, tu vois. Ça manque d'avoir en fait cette. Attends, je te le dis moi personnellement, tu le sais, j'ai vu des centaines de vidéos sur le PCT. On en a parlé nous deux pendant des heures quand tu es venu. Tu es revenu cet été, on en a parlé encore. Tu es venu là aujourd'hui, on en a encore parlé. Donc évidemment que ça manque. Moi, tu pourrais m'en parler pendant 10 heures. Si tu es passionné par un truc, tu te dis, s'il y avait un livre de 500 pages sur le truc, je le lirais parce que ce serait plus. Ouais. Et même rendre ça accessible aux gens qui ne sont pas forcément hyper passionnés. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est aux gens qui me connaissent, mais même qui ne me connaissent pas, mais qui sont peut-être attirés par avoir envie de vivre quelque chose d'intense, parce que ce n'est pas forcément la marche, comment rendre ça accessible et comment partager ça autrement qu'en racontant ça en audio, d'avoir un autre médium pour faire ça, quoi. Du coup, comment tu vas faire, Jules, pour laisser une trace de ton CDT? J'avais envie de faire une blague sur Leave No Trace, mais... Non, mais ça là, elle est utile de trace. Ça elle est utile. Voilà. Mais non, alors faut dans le contexte chronologique, c'est donc on passe ces 3 jours ensemble et du coup, je vous avoue que je suis dans l'idée, parce que là, c'était pas encore acté vraiment, mais j'ai très très envie d'aller marcher sur le CDT en 2023. Je vous le partage. Et très rapidement, quelques jours après, donc je rentre, on est au courant d'été. Ouais. Et toi, Seb, tu m'envoies un message et tu me dis, écoute, j'ai réfléchi, j'ai une idée. J'aimerais en fait qu'on te propose de créer des vidéos dans un principe de journal hebdomadaire de ton aventure. C'est-à-dire que toi, tu filmes, tu nous envoies des rushs toutes les semaines ou quand tu peux. Et moi, derrière, avec Lucas, on crée des vidéos hebdomadaires qui alimentent notre chaîne YouTube et qui proposent un journal de ton aventure. C'est ça. Et tu as répondu, tu te rappelles, il a dit, mais moi, je suis carrément pour. Tu as répondu pas longtemps après. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va répondre? Attends, il va dire, non, mais les gars, cassez-vous, c'est mon aventure, laisse-moi tranquille, tu vois. Et en fait, tu as été. Chaud de suite. De suite. Genre, chaud patate. Je sais pas, tu as répondu peut-être un quart d'heure après ou quoi, mais tu as dit, mais les gars, je suis partant direct. Ouais, il n'y avait même pas de réflexion, il n'y avait même pas de. C'était en fait, je pense que le chaînon manquant à faire de cette aventure quelque chose d'excitant, de vraiment excitant. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a le fait de repartir, il y a le fait de... C'est pas un PCT, je veux pas revivre un PCT, je veux pas revivre un PCT. Mais il y a un challenge qui est nouveau. Voilà, il y a vraiment une nouveauté. C'est-à-dire que, comme on discutait hier soir, je peux anticiper un peu le CDT, de la longueur, la difficulté. Je sais que ça va être dur à des moments, je sais plus ou moins qu'est-ce qui peut se passer, sans forcément savoir ce qui va se passer. Mais il manquait peut-être un truc un peu nouveau qui est, waouh, je veux être beaucoup plus présent, à prendre des images pour pouvoir le partager aux gens, à vous, aux gens qui voudront bien me regarder, pour garder justement une trace et de pouvoir transmettre, expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour moi marcher 5 mois, qu'est-ce que c'est marcher 5 mois pour moi, et de partager tout ça. Et ça a été vraiment le truc en me disant, waouh, là en fait, il y a la dernière pièce du puzzle, et là du coup, de cette grosse idée, de cette grosse envie de faire le CDT, c'est devenu le projet. Parce que ça reste un sujet de niche, c'est très peu de personnes en France le font, on est d'accord. Et c'est très peu documenté, moi je trouve, niveau français. Quoi. Après, niveau américain sur YouTube, il y a beaucoup de choses, mais niveau français, il y a très peu de choses. C'est pas documenté, comme tu dis, c'est pas documenté comme un documentaire. Tu peux trouver des vidéos sans que ce soit péjoratif, mais c'est pas documenté comme une aventure, tu sais, détaillée, pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas beaucoup de médias dessus. Ouais. Donc voilà, notre idée, c'était de proposer un sujet là-dessus en plus, et on essaiera de le faire de la meilleure qualité possible, en tout cas, pour vous proposer ça et découvrir à votre tour ce milieu très petit, quoi. Dans les détails, donc, les gars, ce sera, comme il a dit Jules, on va essayer d'avoir... Jules va nous envoyer les images une fois par semaine, on va dire, quand il aura du réseau, quoi. Et nous, avec un tampon de marge pour que ce soit toujours techniquement possible, quoi, on va sortir une vidéo par semaine
Donc, d'un condensé de la semaine que tu viens de vivre. Donc ça va vraiment être un condensé parce que ce ne sera pas des vidéos. Ce ne sera pas exhaustif, ce ne sera pas. Voilà, mais c'est effectivement de tirer, essayer de. Comme moi aussi, j'arrive à tirer un petit peu, pas le meilleur, mais en tout cas l'essence même de ce que j'ai vécu pendant une semaine, de vous l'envoyer et d'après, d'un point de vue artistique, de mettre ça en forme pour pouvoir avoir quelque chose de... L'idée, c'est pas de faire des vidéos d'1 heure forcément par semaine, c'est déjà pas gérable et c'est pas du tout l'idée. Mais c'est vraiment de transmettre chaque semaine autrement que par des petites stories Instagram, parce que ça, je pense que je ne le ferai pas, ou par des petites photos ou autre. C'est vraiment d'avoir quelque chose de vivant à transmettre et à partager aux gens pour que les gens puissent, parce qu'on parle d'une aventure de 5 mois. Donc ça sera pas un documentaire, on est d'accord, ça sera plus un ressenti d'aventure. Ce sera un journal. Voilà, ce sera un vrai journal. Presque un journal intime. Presque un journal intime partagé. Il faut que ce soit un journal intime. Ce sera un vrai journal intime. Et là, on parle d'une immersion quand même dans une aventure qui va durer 5 mois. Donc ça va être pour les gens qui auront envie de me suivre. Ce sera une vraie aventure aussi pour eux, en tout cas je l'espère. Et pour pouvoir comprendre, comprendre mes motivations, comprendre mes difficultés, comprendre ce que je peux vivre pendant 5 mois et comprendre que c'est pas non plus juste moi et ma gueule tout seul dans la nature. Comprendre aussi les rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire rencontrer des gens à ce moment-là? On parlait avant de ces rencontres un peu authentiques, d'être capable aussi d'arriver à capturer ça et d'amener ça dans des images. C'est challenge pour toi parce que tu filmes pas spécialement. Donc pas du tout même. On a fait des petits points et tout et puis on sera en contact donc on pourra corriger le tir. Forcément ça dure 5 mois donc on aura le temps d'ajuster. C'est challenge pour nous aussi parce qu'on l'a jamais fait. De monter des images de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une espèce de ligne artistique. Mais comme on en a déjà parlé, moi je pense que ça va se faire tout seul parce que c'est parce que l'humain, l'aventure, les rencontres et tout, ça va ressortir. Les beaux paysages, c'est facile de le faire. Tout le monde le fait, c'est facile. Mais sortir la substance de ce qu'il y a à l'intérieur d'une grosse aventure comme ça, des rencontres, des lieux où tu vas et aussi de ton quotidien à toi, des moments durs qu'il faudra montrer parce que c'est important. Des moments de plus techniques comme des ravitaillements, des moments de bivouac, des moments... Et puis évidemment, il y aura tous les chiffres et tout, parce que mis bout à bout, c'est beau, je trouve, tu vois, d'avoir des sommes comme dans un spectacle, quand tu sais combien il y a eu de techniciens. Comme à la fin de tournée ou quoi. Les heures de travail, le nombre de camions. De semi-remorques. Même si c'est nul, tu vois, mais moi je trouve que c'est tellement démesuré que c'est parlant tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Ça donne vraiment une idée précise de la démesure. De la dimension de l'événement, quoi. Et je suis confiant, le côté... En tout cas, que tu saches, tu le sais, mais que vous sachiez, les gars, on est tous les trois hyper motivés. C'est vraiment... je pense vraiment que ça va être bien. En tout cas, nous, ça va être bien pour nous, je pense. Oui. Ça va être une aventure déjà. Et c'est ça, en fait, aussi qui est important. C'est le moteur premier, c'est déjà avoir cette émulation entre nous. Ouais. Moi, ce qui m'a donné envie de dire oui tout de suite, c'est pas une perspective de quelque chose, c'est juste vivre une aventure avec vous, parce que je sais aussi qu'on partage certaines mêmes valeurs, qu'on a la même vision de ça, de la même vision humaine, la même vision de la marche, et donc c'est hyper important. J'ai aussi beaucoup de respect pour le travail que vous faites, que la vidéo, la création de vidéos, etc. Je sais qu'elle sera qualitative. Moi, c'est un gros challenge, effectivement, parce que je prends jamais de vidéos, mais il y a déjà cette aventure à l'intérieur de cette grosse aventure. En fait, c'est plein de petites micro-aventures, en tout cas petites aventures qui, mis à bout, enrichissent encore cette grosse aventure. Oui. Et ça, c'est génial. Ça peut être un moteur en plus qui peut t'aider à avancer, même si tu n'as pas forcément besoin, vu que tout ce que tu as déjà fait. Mais je pense que ça... de dire, je suis pas tout seul, il y a les gars qui sont derrière, ils attendent... C'est de te dire si tu es au plus bas. J'avance et tout. Et voilà, je pense que ça peut être un moteur... Ou de te sentir, même à un moment, de te sentir obligé de te prendre le coup de pied au cul, de te dire attends mais même si j'ai pas envie de filmer aujourd'hui ou j'ai pas envie mais de te dire attends bon tu sais quoi, je suis obligé d'avoir le coup de bâton qui te reboot peut-être et ça va être une aventure aussi, de sortir un peu de moi, de juste moi, et de me dire en fait là je suis aussi dans une posture de créateur de contenu et que cette aventure c'est pas juste arriver au Canada si je pars du Sud, c'est aussi de documenter ça et d'arriver à transmettre ce que j'ai envie de transmettre au travers des vidéos. Et ça, c'est un changement de mindset. C'est aussi, du coup, je vais pas chercher la performance. Je vais pas me dire, je vais le faire en 3 mois.
je vais pas aller rapide, je prends le temps justement d'aller construire et d'aller apprendre, parce que pour moi c'est un apprentissage, de prendre en tout cas ces vidéos-là et d'avoir la chance finalement, parce que on parlait des Américains, il y en a certains qui le font effectivement pendant leur traversée, mais ils construisent leurs vidéos pendant leur temps de ravitaillement, et ça c'est très très difficile en fait, ça prend du temps. Là, j'ai la chance de pouvoir avoir qu'on ait cette synchronicité et de coup ce travail ensemble. Pour moi, je me décharge en tout cas de la partie créative montage. Moi, j'ai juste besoin de témoigner, de capter des moments, capter des moments, et ça va être un travail d'équipe intéressant en tout cas. Intéressant, exactement. Intéressant parce que même si je suis confiant, je sais que c'est un challenge pour tout le monde, quoi. Mais oui, là, moi, je me dis que tu vas comme un témoin, tu sais, qui va assister à un truc. Tu vois, tu vas vivre ton truc, ton aventure comme tu as vécu ton PCT, et en même temps, tu vas pour en être le témoin et capturer tous les moments et qu'on puisse construire un truc à notre niveau, hein, évidemment. Moi, sans prétention. On n'est pas des cinéastes, mais un témoignage durable et honnête. En tout cas, j'espère le plus honnête, le plus proche de moi possible. Alors peut-être qu'au début, ça va être un peu perverti par ce besoin de vidéo et que je vais peut-être essayer de jouer un petit peu, je sais pas, parce que c'est pas évident pour moi je suis pas quelqu'un de l'image, je suis pas quelqu'un de lumière, je suis pas quelqu'un qui aime être devant l'écran. Donc au début, ça va être peut-être un peu compliqué, je vais peut-être un peu jouer, je sais pas, ou pas. Mais je pense qu'avec le temps, avec la fatigue, avec tout ce que je vais vivre, je vais perdre en fait ce masque-là pour être le plus en 6 mois, je pense que tu auras le temps de le perdre. Ça vient, Lucas. Lucas et moi, on est pareil, on est timides tous les deux. L'aise, hein, c'est clair. Et même aujourd'hui, moi, quand il y a une foule, je vais pas sur scène s'il y a des gens, on est hyper timide et les gens te disent, attends, mais les vidéos, elles ont des centaines de milliers de vues, mais c'est pas pareil. Je suis seul face à la caméra. Donc toi, moi, ce que je sais de sûr, c'est qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, on s'en fout, 15 jours, 2 jours, mais il y a un moment où tu seras vraiment seul face à ton magnétophone. Sauf que là, ce sera un enregistreur vidéo. Mais les vidéos qu'on va recevoir, nous, elles seront, si elles ne le sont pas au début, elles seront honnêtes forcément à un moment. Ça va vite venir. Et les automatismes qui vont arriver. Et quand tu le joues pas, prise, et les gens, ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous disent des fois, tu vois, que oh, mais c'est cool parce qu'on ne joue pas. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais quand tu joues pas, au moins, ça se voit que c'est honnête, quoi. Tu peux pas reprocher aux gars de surjouer ou de mentir ou... Et puis vu que c'est sur 6 mois, tu vois, on sortira un truc par semaine, il n'a pas la pression de ah tiens là aujourd'hui je suis pas assez filmé et tout. Non, en fait je pense que tu sortiras vraiment l'appareil quand tu auras le besoin de faire ressentir une émotion ou quoi, que sur place tu ressentes toi, et il faut que ça sorte, et tiens je veux faire partager ça aux autres, et du coup je te tracasse pas, je pense que ça va venir tout seul en fait, tu vois. C'est clair. Ouais. Après, comme tu disais, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je pense que le meilleur compliment qu'on pourra me faire, c'est un peu le compliment qu'on a pu me faire après votre interview, c'est d'être le plus proche de moi possible. En fait, c'est ce qui est revenu le plus souvent. Après, dans les commentaires. Les gens, ils aiment pas. Ça, ce sera plus notre... Mais qu'on peut pas plaire à tout le monde après. C'est comme ça. Après, le principal, c'est de rester soi-même. Hein. Mais c'est le truc qui est revenu le plus souvent suite à l'interview. C'est ce type, il a l'air simple déjà, pas prise de tête. Et humble sur ce qu'il a vécu, tu vois. Donc ça, je veux dire, ça c'est le naturel qui est comme ça. Donc évidemment que ça fait plaisir quand ça ressort. Ça nous fait plaisir à nous d'avoir réussi à retranscrire ça juste en parlant. Et je suis certain que les vidéos, elles vont déchirer. En tout cas, on l'espère. Et du coup, là, je retrouve cette petite appréhension. Quand je dis petite, c'est parce que je la tempère, mais en tout cas, c'est une appréhension pré-départ, pré-nouvelle aventure, de se dire waouh, il y a un truc complètement inconnu qui va se passer. Et cette petite peur-là, elle est assez chouette à vivre, parce qu'elle est on ne sait pas. Là, on perd justement complètement. On parlait de sécurité. Là, il y a plus de filet. Et puis, je m'engage dans quelque chose qui est quand même très engageant, parce que c'est 5 mois. C'est couillu, oui. Et du coup, je peux pas dire au bout de 2 semaines, j'ai plus envie de filmer. Je pourrais le dire, mais là, je sais que c'est non, tu pourras pas le dire, parce que en plus, on prend l'avion, on te bombe. On est sur WhatsApp. Non, mais nous, on va être sur le groupe. Laisse tomber la motivation, t'inquiète. Nous, on est en direct sur le groupe. Donc,
Alors, on a hâte. Moi, j'ai hâte. Je suis à bloc. Il me tarde d'avoir les rushs et d'envoyer du montage. Et il me tarde d'avoir de tes nouvelles tout le long, tu vois, savoir comment ça se passe et tout. Parce que forcément, comme on te l'a dit pour le PCT, on le vit par procuration. Comme quand je te suivais sur Insta, même si c'était que des stories et tout, il y a jamais assez, tu vois. Mais donc, on a hâte de le vivre. Tu vois, ça va être du live. Pour nous, ça va être du live, quoi. Alors là, on enregistre ce podcast, on est fin novembre. Du coup, je sais pas trop quand il sort parce qu'on va essayer de timer les annonces pour pas que les gens oublient. Parce que ton départ, s'il se fait en mai, forcément, on va pas sortir le truc 6 mois à l'avance. Trop longtemps à l'avance, ouais. Mais donc, en mai, on va dire que, en gros, à partir de juin, on poste. Si tu fais départ du sud, donc et que tu pars en mai, à partir de juin, on envoie une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. Du CDT. La chaîne des trackers compulsifs. Sur la chaîne des trackers compulsifs. Sur CDT 2023. Quoi. Exactement. Le journal, effectivement, de mon CDT sur la chaîne des trackers. Une vidéo par semaine ou tous les 10 jours. Enfin bon, il n'y aura pas, effectivement. Ça sera à voir. Il n'y a pas de... Ouais, on verra. Ouais, mais le planning, c'est mieux, cool. Ouais. Il y aura peut-être des contretemps. Ouais, ça arrive. Hein, si on arrive à le tenir, le rendez-vous hebdomadaire, c'est... L'idée, c'est de faire un rendez-vous hebdomadaire le plus régulier possible. Le plus régulier possible pour vraiment avoir cette consistance et vraiment de pouvoir suivre mon aventure presque d'une manière immersive. Ouais. Un peu comme la Starac, tu vois. Les épisodes. Ah, mais un peu comme... il y a eu la finale hier soir. T'as regardé hier soir? Ouais, j'ai regardé Fada. Mais oui, t'es fou, quoi. Je me régale. Jules, j'en profite. C'est toi qui as soulevé l'idée hier, mais j'en parle là dans le podcast. Il a raison. Dans les commentaires des vidéos, pas dans les commentaires, on s'en fout. Dans les commentaires de ce podcast, sur Facebook, on s'en fout. Partout, vous pouvez nous contacter par mail et tout. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous les envoyez soit en commentaire de vidéo, soit en commentaire sur Facebook, où vous voulez. Vous savez qu'on lit tout. Et les plus pertinentes, comme pour la fac qu'on a fait en fait, les plus pertinentes, on les transmettra à Jules. Sur place. Et il vous répondra en vidéo. Il vous répondra sur place en vidéo. On fera on pourra faire une série, un truc hors série de temps en temps pendant ton aventure, où tu fais des FAQ en fait. Sur un jour off, tu vois, par exemple, tu peux répondre, ça peut être marrant. Moi, ou un podcast en live, il y a plein d'idées en fait à voir. Mais l'idée pour moi aussi, c'est de s'il y a déjà effectivement cette nécessité de créer, nécessité voulue, choisie et envieuse de créer du contenu vidéo. J'ai pas envie d'alimenter plus que ça mon Instagram, j'ai pas envie de passer beaucoup plus de temps sur les réseaux. J'ai envie vraiment que ces vidéos-là soient l'essence même de ce que je vis. Il y aura des choses un peu plus confidentielles pour mes proches et autres, mais donc je pense que je passerai peu de temps sur les réseaux, je passerai peu de temps à lire des commentaires, je passerai peu de temps à voir le suivi en fait de ces vidéos-là. Et ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être vous tirez en fait les questions, s'il y a des questions, il y a, et que moi, je ferai en sorte de pouvoir y répondre. Ouais. Et oui, un jour off, c'est pas con ça. Ouais, moi je pense en plein milieu de la ville. Je le vois, tu sais, en train de laver son linge avec le téléphone et de répondre aux questions. Un slibard à l'hôtel. Il y a moyen de voir dans des conditions assez simples. Écoute, moi, je te l'ai dit, les gens nous le demandent. Mais oui, mais ça fait partie du truc. Moi, je te l'ai dit, c'est des images qu'on fait pas assez. Je le sais parce qu'on nous le dit tout le temps. De quoi, nu? Non, aussi. Mais ça, c'est bon. Tu verras peut-être la feuille de salade sur ce côté. Tatoué ou pas, on sait pas. Adam et Ève, quoi. Non, mais ça fait partie du truc. Moi, je m'attends à... Et de toute façon, même si on devait le poster que pour nous, moi, je te dirais, si tu n'envoyais pas assez de rushs, je te dirais, attends, Jules, envoie un peu des rushs de quand tu fais ta lessive. Fais-moi voir comment c'est. Pour moi, perso... Oui, parce qu'on aura de notre côté une vision que toi, tu n'auras pas sur place. C'est ça. Mais clair. Même moi, de mon côté perso, de te dire, attends, Jules, vas-y, filme quand tu rentres dans l'épicerie, montre-moi comment c'est le prix des trucs. On s'en fout des détails, mais fais voir. Alors là, tu as fait le plein, tu as acheté quoi. Que ce soit immersif. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, moi, je pourrais le faire seul, prendre des vidéos, être totalement la tête dans l'eau et quand j'ai un petit moment, essayer de monter vite fait des vidéos. Mais vous ajuster, et vous avez ce recul et finalement, il y a ces deux parties-là qui sont, je pense, qui vont enrichir vraiment les vidéos parce que moi, j'aurais pas le pas en arrière pour pouvoir prendre du recul suffisamment sur mes créations vidéo. Moi, tout ce que je peux faire, c'est prendre ce qui me semble être juste pour moi et vous, avec ça, le monter et puis derrière, me donner certainement des instructions pour pouvoir prendre plus ça. Parce que moi, c'est une vraie découverte. Hein, là, on parle vraiment de... Moi, je suis... tu vas découvrir ce que c'est de créer du contenu. C'est vrai. C'est quand même
quelque chose. Marcher sans rien, filmer sans rien et marcher pour filmer quelque chose, c'est différent. Je l'avais déjà un peu découvert quand on s'était vu cette Voilà, ouais, carrément. Où effectivement, on avait fait ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je m'étais dit, moi qui aime bien tracer, que c'est une autre aventure, mais que quand tu te mets dans une position à vouloir partager avec les autres, eh ben, ça en devient naturel. C'est pour ça qu'on ne fera pas un épisode par jour, ce qui est impossible à faire. Hein, tu vois, ce qui est impossible. Et toi, ça sera trop de charge de travail. Pour tout le monde, ça va te freiner ton aventure. Une par semaine, je pense, c'est très bien. C'est bien. Ouais. Et puis, je pense que c'est aussi bien de tirer un peu le meilleur de la semaine, le meilleur d'une journée. Il y a des journées où, des fois, il ne se passera pas forcément. Même moi, peut-être que j'aurais peut-être pas envie de sortir le téléphone. Oui, aussi, ouais. Et de ne pas m'obliger. Ou que tu pourras pas, même. Que je pourrais pas. Faute de batterie ou quoi, ça peut arriver aussi. Ou de réseau, ou de. Voilà. Mais moi, je le vois comme ton dictaphone sur le PCT, sauf que c'est comme si tu avais pris des notes et que quelqu'un qui te connaît bien écrivait le livre. Sauf que là, c'est un peu moins impliqué artistiquement, mais je le vois comme ça. Tu vois, là, c'est les rushs que tu vas prendre vidéo, c'est comme ton dictaphone. Et nous, derrière, on monte. Mais je suis confiant parce comme tu dis, on a la même vision quand même des choses. Nous aussi, on marche. Et puis, on monte des vidéos, donc on sait à peu près le rythme, ce qu'il faut et tout. Et je sais, dans ces aventures-là, que l'humain, les rencontres que tu vas faire et tout, tu vois, c'est des trucs à mettre en avant. Donc, il me tarde de commencer pour voir si je me trompe, mais moi, je suis vraiment confiant. Je pense que vraiment, ça va être qualitatif au niveau du récit, tu vois. Ouais. Et puis, moi, encore une fois, c'est cette communauté-là, j'ai envie de la montrer. Enfin, c'est très spécial, quand même. Et de sortir de cet écueil un peu, de penser que la marche, c'est que solitaire, de vouloir... montrer ces rencontres-là simples, humaines, de pouvoir poser peut-être des questions à ces gens-là sans forcément les interviewer, mais juste de capturer un moment et de se dire il y a des gens qui initient des choses dans leur vie et qui vont chercher des choses ailleurs. Et pour moi, ça a été tellement inspirant de les rencontrer et j'ai envie de pouvoir... Il y a une personne qui l'a très bien faite, c'est Elina sur sa chaîne, Elina Osborne, qui a marché sur le PCT en même temps que moi en 2019. Qui a fait une vidéo sur les gens qu'elle a rencontrés sur le PCT. Et c'est une des vidéos qui m'a le plus inspiré parce qu'en fait, elle a vraiment mis le focus sur les rencontres. Et quand tu vois ça, tu dis juste, waouh, il se passe des trucs incroyables. Quand tu regardes les gens qui sont comme ça, filmés sur le PCT ou ailleurs, et qui parlent de eux, comme je disais à Jules, des fois, ils leur posent juste une question simple. Pourquoi tu es là? Pourquoi? Et que tu regardes ces témoignages, c'est fou parce que c'est tout de suite émotif, vrai, sincère, tu vois, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Peu importe la question que tu leur poses, ça marche tout de suite. Les gens que tu vas rencontrer. Il y a vraiment une communion dès le début, en fait. Ouais. Vu que tu rencontres peu de monde, dès que tu rencontres quelqu'un, t'es content de rencontrer quelqu'un, je pense, sur place. Du coup, il y a vraiment de suite cette communion. Ah, ça va, toi, et t'échanges. Et ouais, t'as besoin de parler, besoin de savoir comment l'autre où il en est, son aventure, tout ça. Tout le monde est différent. Du partage, Tout le monde est différent et on a souvent la chose qu'on m'a souvent dite par rapport au voyage et qu'effectivement, c'est pas une culture extrême de la nôtre, extrême dans le sens complètement différente, mais même à l'intérieur même d'un monde qui peut se ressembler, il y a une telle richesse de différence et il y a de tels points d'entrée d'apprentissage de l'autre qui pour moi est génial. Il n'y a pas besoin d'aller dans un pays qui est complètement différent du mien, avec une langue complètement différente, etc., pour sentir cette différence-là. Elle peut se trouver là. Et je trouve que sur le chemin, c'est pas le seul endroit. Encore une fois, je n'ai pas envie de dire que la marche longue distance, c'est la solution à tout. Au contraire, c'est pour moi un appel, c'est pas une solution. Mais même dans ces endroits-là, on peut trouver énormément de richesse, et cette richesse-là, j'ai envie juste de pouvoir la capturer, de pouvoir la partager. Écoute, bonne chance. Merci. Non, ça va être cool. Voilà, on a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a tout dit, là. Rendez-vous est pris, en tout cas. Le rendez-vous est pris. L'idée, c'était un peu d'exposer ça. C'était pas de raconter complètement toute ma vie, mais je pense que j'avais aussi envie de partager le retour parce que ça fait partie de l'aventure. C'est une manière aussi de mettre un point sur le PCT. Et ça explique aussi pas mal cette envie de repartir. Et en fait, je vois vraiment ça comme une vague, un creux.
Et voilà, c'était pas du voyeurisme, c'était pas une manière de soigner quoi que ce soit, mais c'était une manière d'expliquer aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, il y a 2 points deux pics de vagues et qu'est-ce qui se passe entre les deux. C'est pas toujours rose. Et c'est pas toujours rose en fait. C'est ça. Mais c'est la vie, ça. C'est pas toujours rose. C'est la vie. C'est comme ça. Mais là, il y en a une belle qui arrive de vagues. Il y en a une belle, ouais. Et là, on est à Nazaré. Il y a un truc de 18 mètres de haut qui arrive. Ça va éclabousser. Là, ça va éclabousser. Très bien. Merci, Jules. Merci à vous. Rendez-vous est pris. Ouais. Et évidemment, nous, entre-temps, pendant toute la période, on continuera de sortir. Donc, il y aura plus d'une vidéo par semaine, puisque quand on en aura à poster, on postera aussi. Donc, ça annonce beaucoup de contenu. On refera des podcasts, Jules, pour parler plus en détail. On fera des vidéos podcasts même pour détailler ton sac. On parlera de matériel. Je pense qu'on s'est dit quand même de peut-être parler plus du CDT, peut-être faire un épisode pour raconter ce que c'est, la préparation, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui ont envie un jour de faire une randonnée de licence, préparer, comment je finance le matériel, comment je choisis, comment je me prépare physiquement et tout ça, mentalement aussi. Et puis parler peut-être plus spécifiquement aussi avec un épisode peut-être en vidéo cette fois-ci sur le matos, ce que j'emmène et pourquoi j'ai choisi telle ou telle pièce. Ouais. Donc de contenu à venir. Restez bien sur la chaîne, les amis. Merci de nous avoir écoutés pendant ces 1h40. Ouais. On n'a pas été avare en parole. Et à très bientôt. À la prochaine. À bientôt. Jules, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.